Ma sœur envahissante entrait chez moi comme si c'était chez elle, fouillant mes affaires. J'ai fini par déménager secrètement. Une semaine plus tard, l'alarme a retenti à 3 heures du matin. C'est là que tout a véritablement basculé. La première fois que j'ai réalisé que mon appartement à Paris ne m'appartenait pas vraiment, ce n'est pas parce que j'ai vu un inconnu dans le couloir ou entendu des pas derrière ma porte. C'était plus subtil que ça, plus silencieux, et d'une certaine manière, pire. Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé une lampe allumée alors que je savais pertinemment l'avoir éteinte. L'air sentait le shampoing de quelqu'un d'autre, sucré et floral, accroché à la vapeur encore emprisonnée sur le miroir de la salle de bain. Mon plaid était plié comme ma mère plie les couvertures, coin serré, bord parfait, comme si la pièce elle-même avait été corrigée pendant mon absence. De l'autre côté de mes fenêtres, la ville continuait de bouger comme elle le faisait toujours. Les pneus sifflaient sur le pavé mouillé. Quelque part sur le boulevard Haussmann, une sirène s'est élevée puis est retombée, avant de disparaître dans la nuit. Je suis resté dans mon entrée, mes clés toujours à la main, écoutant le moindre son qui confirmerait ce que mes yeux soupçonnaient déjà. Rien. Juste le bourdonnement sourd de l'immeuble, le léger cliquetis du chauffage, le doux silence de ma propre respiration. Je me suis dit que je dramatisais. Je me suis dit que j'avais probablement oublié, que j'étais fatigué, que j'étais le genre de personne qui remarque trop de choses et imagine le reste. Mais je n'imaginais rien. Avant que tout cela ne se termine, ma petite sœur Claire s'était introduite dans mon appartement 23 fois en 6 mois. Je n'ai pas compté au début. Je ne suis pas le genre de personne à tenir un registre comme ça, pas avant d'y être obligé. Pas avant que ma vie ne commence à donner l'impression que quelqu'un d'autre est en train de la réécrire dès que j'ai le dos tourné. Il a fallu du temps pour que le schéma se précise et devienne indéniable. Un relevé de carte bancaire sur mon comptoir que j'avais laissé dans l'enveloppe, maintenant ouverte comme une bouche béante. Un colis à mon nom qui avait été ouvert proprement sur le côté. Une nouvelle bouteille d'huile d'olive à moitié vide alors que je n'avais pas cuisiné de la semaine. Mon tiroir à pyjama légèrement décalé, comme s'il avait été refermé trop vite par quelqu'un qui se moquait de l'apparence des choses. Que faites-vous pendant que vous écoutez cette histoire ? Pour ma part, j'étais recroquevillé sur mon canapé avec une tasse de tisane à la camomille, portant encore mes vêtements de travail, chaussures ôtées, fixant le l'œilleton de la porte comme s'il allait cligner des yeux en retour. Je m'appelle Manon. J'ai 32 ans et je travaille comme coordinatrice de projet pour une entreprise de logistique dans le centre. Le genre de travail où tout est une question de délai et où chaque erreur a un chiffre attaché. Les gens aiment plaisanter en disant que Paris vous endurcit, que soit vous vous forgez une colonne vertébrale, soit vous gelez. Je pensais qu'emménager dans mon propre logement serait le moment où je forgerais la mienne. J'avais un 2 pièces dans un immeuble de quelques étages non loin du Marais, assez proche pour marcher jusqu'au métro quand le temps le permettait, assez proche pour prétendre que j'étais le genre de femme qui avait sa vie bien rangée et installée. Je payais mon loyer à l'heure. Je gardais mon frigo rempli. Je faisais mon lit la plupart des matins. J'aurais dû me sentir en sécurité. Mais la sécurité, ce n'est pas seulement des serrures et des verrous. La sécurité, c'est savoir que personne ne touchera à ce qui est à vous quand vous n'êtes pas là. Claire a 5 ans de moins que moi, 27 ans, et elle a toujours eu cette façon d'avancer dans le monde comme si les portes devaient s'ouvrir avant qu'elle ne les atteigne. Elle est jolie d'une manière qui semble sans effort, de grands yeux, des cheveux brillants, le genre de sourire qui donne envie aux gens de lui donner une seconde chance. Elle se dit influenceuse lifestyle, bien que la plupart de ses revenus arrivent par à-coups, un partenariat ici, un poste sponsorisé là, et beaucoup d'aides de maman et papa entre les deux. Elle est aussi le genre de personne qui peut faire en sorte que n'importe quel espace semble lui appartenir en quelques minutes. Elle ne demande pas. Elle suppose. Elle ne s'excuse pas. Elle en rit et vous fait sentir coincé pour l'avoir remarqué. La première fois qu'elle est entrée sans permission, elle n'a même pas fait semblant d'être discrète. Je suis rentré du travail et je l'ai trouvée assise en tailleur sur mon tapis, mon ordinateur portable ouvert, mon chargeur branché au mur, ma tasse à la main. Elle a levé les yeux comme si c'était moi qui l'avais surprise. « Ah bien ?» a-t-elle dit, comme si j'avais été en retard à une réunion. Je commençais à m'ennuyer. Je me souviens avoir cligné des yeux, tenant toujours mon tote bag, pensant encore à l'email que je devais envoyer avant le matin. « Claire, comment es-tu entrée ?» Elle a haussé une épaule, un petit geste. Maman m'a donné le double. Bien sûr. J'ai essayé de garder ma voix calme.
Tu ne peux pas juste entrer quand tu veux. Elle a levé les yeux au ciel et a fait un geste de la main vers la pièce. Ce n'est pas comme si j'étais une inconnue. Je suis ta sœur. Et puis, tu travailles trop. Tu es toujours seule. C'est triste. Elle a dit que c'était triste, comme si elle posait un diagnostic, comme si être seule chez moi était un symptôme. Et le truc, c'est qu'une partie de moi voulait encore être la personne raisonnable. La mature. Je me suis dit qu'elle était juste claire. Je me suis dit que je pouvais arranger ça avec une simple conversation. Alors j'ai appelé maman ce soir-là. J'ai dit, maman, j'ai besoin que tu reprennes le double des clés à Claire. Elle ne peut pas entrer dans mon appartement sans demander. Maman a soupiré comme si je lui avais demandé de refinancer une maison. Manon, chérie, c'est la famille. Elle vérifiait probablement juste que tu allais bien. Vérifier que j'allais bien. J'ai goûté ces mots comme s'ils étaient amers. Elle utilisait mes affaires. Maman a fait ce petit bruit doux qu'elle fait quand elle est sur le point de transformer mes sentiments en quelque chose d'incommodant. Tu as toujours été sensible. Claire essaie juste d'être proche de toi. J'ai regardé ma table basse. Il y avait une trace de mascara sur une serviette en papier, noire et négligente. Claire n'avait pas seulement été proche de moi. Elle avait été dans mon espace, dans ma vie, laissant des empreintes que je ne pouvais pas effacer. Puis papa a pris la ligne un instant, parce que maman met toujours papa sur la ligne comme si c'était un moyen de sceller la conversation. Il n'a pas dit grand-chose. Il ne le fait jamais. Manon, a-t-il dit, préserve juste la paix. Ta mère a raison. Claire est de la famille. Préserver la paix. C'est drôle comme cette phrase veut toujours dire la même chose. Cela signifie que je devrais avaler mon inconfort pour que personne d'autre n'ait à se sentir gêné. Après cela, les visites ont cessé d'être occasionnelles. Elles se sont transformées en autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de la possession. Un après-midi, je suis rentré et mon courrier était empilé en un tas soigné sur le comptoir de ma cuisine. Pas comme je le laisse. Je le laisse en éventail désordonné parce que je suis toujours pressé. L'enveloppe du dessus, une lettre de la banque, avait été ouverte et soigneusement refermée. Le bord était encore rugueux là où la colle n'avait pas totalement pris. Mon estomac s'est glacé, de la manière dont il le fait quand vous réalisez qu'une limite a déjà été franchie et que vous ne trouvez que maintenant l'empreinte de pas. Je suis resté là à fixer cette enveloppe, essayant de décider si je réagissais de manière excessive, comme tout le monde me le disait toujours. Je me suis dit que peut-être je l'avais ouverte et oubliée. Peut-être que je perdais la tête. Puis j'ai vu la deuxième enveloppe. Une facture médicale. Également ouverte. La troisième, une publicité, intacte. Claire avait trié et choisi. Elle avait lu ce qui comptait. Un autre jour, c'était les tiroirs de ma commode. Je connais mes tiroirs. Je connais la façon dont mes pulls sont posés, pliés en piles douces, et la façon dont mon tiroir à chaussettes est bourré de paires dépareillées parce que je n'ai jamais la patience de les trier. Je suis rentré et j'ai trouvé mon tiroir à lingerie poussé un peu trop loin. Un coin d'une bretelle de soutien-gorge était coincé dans l'interstice comme s'il essayait d'appeler à l'aide. Rien ne manquait. Cela rendait la chose presque pire. Cela signifiait qu'elle ne volait pas. Elle fouillait. Elle me rappelait qu'elle le pouvait. Ensuite, c'était la cuisine. Les épices réarrangées. Mon huile d'olive déplacée du fond vers l'avant. Ma tasse préférée, celle avec le bord ébréché que je garde parce qu'elle donne au thé un goût de réconfort, posée dans l'évier avec du rouge à lèvres sur le bord. Claire ne boit pas de thé. Claire boit du café glacé et appelle ça une personnalité. À chaque fois, je ressentais la même lente montée de panique. Pas une panique bruyante. Une prudente. Le genre qui s'installe dans votre poitrine et vous fait marcher dans votre propre maison comme si vous étiez une intruse chez quelqu'un d'autre. J'ai commencé à me tester, comme une personne qui ne peut pas faire confiance à sa propre mémoire. Je laissais un stylo sur mon bureau selon un certain angle. Je plaçais un élastique à cheveux sur le comptoir de la salle de bain. Je glissais un ticket de caisse dans un livre de cuisine. Et puis je rentrais et trouvais le stylo déplacé, l'élastique disparu, le ticket de caisse posé sur le livre de cuisine comme si quelqu'un avait voulu que je le remarque. Ce n'était pas seulement que Claire entrait. C'était qu'elle voulait que je sache qu'elle avait été là. Le pire,
c'était la facilité avec laquelle elle faisait paraître la chose quand je la confrontais. Je l'ai surprise un soir alors qu'elle entrait pendant que j'étais là. J'étais debout dans le couloir en chaussettes, mon cœur battant déjà la chamade avant même que la serrure ne clique, parce que mon corps apprenait la peur comme il apprend la météo. Elle est entrée avec un grand sac et un sourire. « Et, a-t-elle dit. J'ai apporté ma ring light. J'ai besoin de ta fenêtre pour un shooting. Ton appart a une meilleure lumière que le mien. Tu ne peux pas continuer à faire ça, ai-je dit. » Ma voix m'a surprise. Elle semblait plus stable que je ne me sentais. Claire a cligné des yeux comme si elle ne m'avait pas bien entendu. Manon, sérieusement. J'ai tenu mes clés en l'air, comme une personne tient une arme minuscule. Je te demande d'arrêter d'entrer ici. Tu as ouvert mon courrier. Tu ne. Elle a ri, un rire rapide et clair, comme si j'avais raconté une blague. Tu réagis trop. Mon Dieu, tu es toujours dans l'exagération. Ce rire m'a fait quelque chose. Il a rendu ma peau trop serrée. Il a fait basculer la pièce. Parce que ce n'était pas juste un rejet. C'était le même regard qu'elle me donnait quand nous étions enfants quand je la suppliais d'arrêter de prendre mes affaires, le même regard qui disait que mon inconfort était un divertissement. J'ai essayé une fois de plus. J'ai besoin que tu me donnes la clé. Elle a agité la main comme si elle chassait une mouche. Et voilà. Le triangle. Claire bien à l'abri derrière maman, et papa quelque part en arrière-plan, faisant semblant de ne pas entendre le bruit. Je me suis battu avec maman. Pas en criant, pas de façon dramatique, juste ferme. Maman, ai-je dit, je ne ferai pas ça. Je suis une adulte. C'est mon chez-moi. J'ai besoin de récupérer ma clé auprès de Claire. La voix de maman est devenue tranchante. Manon, ne m'oblige pas à choisir entre mes filles. J'ai failli rire à ce moment-là, parce qu'elle avait déjà choisi. Elle avait choisi il y a longtemps. Mais tout ce que j'ai dit, c'est, je ne te demande pas de choisir. Je te demande de me respecter. Papa a pris le relais en arrière-plan, le ton fatigué. Manon, s'il te plaît. Laisse tomber. Ta mère a assez de stress. Assez de stress. C'était toujours à propos du stress de maman. Jamais à propos de ma sécurité. Jamais à propos de mon droit de respirer chez moi sans me demander qui était passé avant. Cette nuit-là, je me suis assise au bord de mon lit et j'ai écouté la ville dehors. Les voitures qui passaient. Le klaxon lointain d'un train. Le bruit sourd de la musique de quelqu'un à travers le mur. Des sons ordinaires, mais ils donnaient l'impression de se produire dans un monde que je ne pouvais pas tout à fait atteindre. Dans mon monde, la serrure ne signifiait pas ce qu'elle était censée signifier. J'aimerais pouvoir vous dire que je me suis levé et que j'ai réglé le problème sur le champ. Que j'ai marché jusqu'à la maison de mes parents, repris la clé et imposé ma loi comme une femme intrépide dans un film. Mais la vérité, c'est que j'essayais encore de croire que je pouvais gérer ça en douceur. J'essayais encore de croire que ma famille m'entendrait si je trouvais les bons mots. Je me suis dit que ça se calmerait. Je me suis dit que Claire s'ennuierait. Je me suis dit que maman finirait par voir à quel point c'était grave. Je me suis dit que papa finirait par intervenir. Je me suis dit beaucoup de choses, principalement parce que l'alternative était d'admettre quelque chose qui me serrait la gorge. Que ma petite sœur ne me voyait pas comme une personne avec sa propre vie. Elle me voyait comme une extension d'elle-même, une ressource, un endroit où puiser quand ça l'arrangeait. Et si je suis honnête, la partie la plus effrayante n'était pas que Claire continue d'entrer. C'était que j'avais commencé à chronométrer mes journées autour d'elle. Je rentrais tôt pour la surprendre. Je restais tard au travail pour éviter de tomber sur une autre surprise. Je vérifiais mon courrier comme si c'était une preuve. Je vivais comme quelqu'un qui ne possédait pas entièrement sa propre vie. Pourtant, à la fin de cette première période, je croyais que cela pouvait être résolu avec une meilleure conversation. Un ton plus ferme. Une limite posée une fois de plus, plus fort, plus clair, impossible à mal comprendre. Je suis allé me coucher ce soir-là avec mon téléphone sur l'oreiller à côté de moi, comme s'il pouvait me protéger juste en étant proche. Le verrou était tourné. La chaîne était mise. L'appartement était calme. Et je me souviens avoir pensé, demain, je leur parlerai à nouveau. Demain, je leur ferai comprendre. Parce que je ne savais pas encore que dans ma famille,
la compréhension n'était jamais le but. Le contrôle l'était. Ce mot a continué de tourner dans ma tête le lendemain matin alors que je me préparais pour le travail. Je me tenais devant le miroir de la salle de bain en me brossant les dents, regardant mes propres yeux me fixer en retour, fatigué et légèrement creusé, comme quelqu'un qui avait dormi mais ne s'était jamais vraiment reposé. J'ai pensé à la veille au soir, à la facilité avec laquelle mes inquiétudes avaient été balayées, et cela m'a frappé, rien de tout cela n'avait réellement commencé dans mon appartement. Cela avait commencé des années plus tôt, bien avant que j'aie un bail ou une clé de rechange à disputer. Claire avait toujours été spéciale dans notre maison. Pas de la manière calme, pas de la manière qui demande de la patience ou de la compréhension. Elle était spéciale de la manière bruyante, celle qui pliait les règles autour d'elle sans que personne n'admette qu'il les pliait. Si elle oubliait ses devoirs, maman blâmait l'enseignant pour ne pas avoir été claire. Si elle manquait le couvre-feu, papa disait que c'était bien qu'elle ait des amis. Si elle me parlait mal ou prenait quelque chose qui n'était pas à elle, c'était balayé comme une phase, ou pire, comme de la confiance en soi. J'ai appris tôt qu'il y avait deux ensembles d'attentes dans notre famille. L'un était léger et flexible, fait d'avertissements doux et de seconde chance. Celui-là appartenait à Claire. L'autre était lourd, exigeant, plein de « tu devrais » et de « pourquoi tu n'as pas ». Celui-là m'appartenait. Quand j'étais adolescente, Claire pouvait laisser sa chambre ressembler au passage d'une tempête, vêtements par terre, maquillage étalé sur la commode, snack à moitié mangé sous le lit. Maman riait et disait qu'elle était créative. Si ma chambre ressemblait à la même chose, on me disait de la nettoyer immédiatement parce que je devais être plus raisonnable. Si Claire haussait le ton, c'était de la passion. Si je le faisais, c'était irrespectueux. Je ne pense pas que mes parents se soient jamais assis pour décider cela. Je pense que c'est arrivé comme la plupart des systèmes injustes, discrètement, par des habitudes, des excuses et la voix de la moindre résistance. Claire avait besoin de plus d'attention, disait-il. Claire était sensible. Claire avait la vie plus dure. Et quelque part en chemin, je suis devenue celle qui pouvait gérer les choses, ce qui signifiait que j'étais celle qui devait le faire. Cette dynamique n'a jamais vraiment changé, même après que nous ayons grandi toutes les deux. Elle a juste trouvé de nouveaux endroits pour vivre. La semaine après avoir confronté Claire à propos de mon appartement, j'ai remis le sujet sur le tapis chez mes parents. Nous étions assis à leur table de cuisine, la même où j'avais fait mes devoirs, mangé des céréales et appris, lentement, que la paix venait souvent au prix du silence. Maman coupait des légumes pour le dîner, ses mouvements vifs et rodés. Papa était assis en face de moi, lisant le journal, lunettes basses sur le nez. Je leur ai dit, calmement, que Claire entrait dans mon appartement sans permission. J'ai dit que ce n'était pas correct. J'ai dit que cela me faisait me sentir en danger. Maman n'a même pas levé les yeux. Elle a dit que c'était une petite chose et que les familles partagent. Elle a dit que j'exagérais. Elle a dit que Claire s'inquiétait pour moi. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Je lui ai demandé pourquoi s'inquiéter signifiait ouvrir mon courrier et fouiller dans mes tiroirs. Maman a marqué une pause alors, le couteau suspendu au-dessus de la planche à découper, et a soupiré comme si j'étais difficile exprès. Elle a dit que Claire ne pensait probablement pas à mal. Elle a dit que je ne devrais pas supposer le pire. Papa a bougé sur sa chaise. Il a plié le journal et l'a mis de côté, mais il n'a pas croisé mon regard. Il a dit que je devrais essayer de m'entendre avec elle, que la vie était trop courte pour ce genre de conflit. Il a dit, ta mère a assez de stress. Assez de stress. La phrase a atterri comme un poids familier. J'ai réalisé à ce moment-là que mon inconfort avait déjà été classé comme moins important que de garder les choses lisses. Moins important que le fait que Claire se sente défiée. Moins important que le fait que maman doive admettre quelque chose d'inconfortable sur la façon dont elle nous avait élevés. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai rejoué la conversation dans ma tête, comme on rejoue quelque chose qu'on aurait aimé gérer différemment. J'ai pensé à toutes les fois où l'on m'avait dit d'être la plus mature, de laisser tomber, de comprendre. La compréhension, dans ma famille, coulait toujours dans une seule direction. J'ai décidé d'essayer quelque chose de pratique. Quelque chose de simple. Si les mots ne fonctionnaient pas, peut-être que les actions le feraient. Le lendemain matin, j'ai appelé un serrurier pendant ma pause déjeuner. J'ai pris une demi-journée de congé et je l'ai retrouvé à mon appartement. C'était un homme calme aux mains rugueuses et au visage bienveillant,
le genre de personne qui ne pose pas de questions à moins que vous n'offriez des réponses. Il a changé la serrure en moins d'une heure. Quand il m'a remis les nouvelles clés, j'ai ressenti une lueur de soulagement, petite mais réelle. Ça, me suis-je dit, c'était à ça que ressemblait la reprise de contrôle. J'ai envoyé un SMS à maman pour lui faire savoir que j'avais changé les serrures et que Claire n'avait plus accès. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas expliqué. Je l'ai juste déclaré. La réponse est venue presque immédiatement. Maman a appelé. Je pouvais entendre la colère dans sa voix avant même qu'elle ne prononce mon nom. Elle m'a demandé comment je pouvais faire une chose pareille sans lui en parler. Elle a dit que j'humiliais Claire. Elle a dit que j'agissais comme une paranoïaque. Je lui ai dit, encore une fois, que c'était mon chez-moi. Je lui ai dit que j'avais besoin d'intimité. Je lui ai dit que je ne demandais pas la permission. Il y a eu un long silence sur la ligne, le genre qui semble intentionnel. Puis elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire que je tournais le dos à ma famille. Elle a dit que Claire était blessée. Elle a dit que je rendais les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. Papa a pris le téléphone alors. Sa voix était plus basse, presque suppliante. Il a dit, « Manon, s'il te plaît. Tu sais comment est ta mère. Donne-lui juste la clé pour les urgences. » Les urgences. Je lui ai demandé quel genre d'urgence nécessitait que Claire ouvre mes relevés bancaires. Il n'a pas répondu à ça. Il a juste répété que je ne devrais pas en faire un problème plus gros qu'il ne l'était. J'ai raccroché en me sentant tremblante, mais aussi étrangement lucide. Pour la première fois, j'avais fait quelque chose de concret pour me protéger. Je me suis dit qu'une fois le choc initial passé, tout le monde se calmerait. Je me suis dit que cela remettrait les choses à plat. Ce ne fut pas le cas. 2 jours plus tard, je suis rentré du travail et j'ai trouvé Claire assise sur mon canapé comme si de rien n'était. Elle a levé les yeux de son téléphone et a souri. Avant même que je puisse demander comment elle était entrée, elle a tenu en l'air un morceau de métal familier. Le double des clés. Mon double des clés. Maman me l'a redonné, a-t-elle dit. Tu as oublié qu'elle en avait un aussi. J'ai senti la chaleur monter à mon visage, la colère et l'incrédulité s'en mêlant. J'ai demandé à Claire pourquoi elle pensait que c'était acceptable. Elle a haussé les épaules, complètement indifférente. Parce que ce n'est pas grand-chose. Maman a dit que tu dramatisais. Papa a dit que tu t'en remettrais. Et voilà. Le règlement, énoncé à voix haute enfin. Mes limites étaient optionnelles. Mes sentiments étaient négociables. Et Claire avait reçu l'autorité de décider ce qui était quoi. J'ai appelé maman tout de suite, debout dans mon salon pendant que Claire regardait, amusée. Je lui ai demandé pourquoi elle avait redonné la clé. Maman n'a pas nié. Elle a dit qu'elle n'allait pas me laisser exclure Claire. Elle a dit que c'était injuste. Elle a dit qu'elle savait ce qui était le mieux. Je lui ai dit qu'elle n'avait plus le droit de décider ça. Sa voix s'est durcie. Elle a dit que si je continuais à agir comme ça, j'allais déchirer la famille. Cette phrase est restée avec moi longtemps après la fin de l'appel. Parce qu'elle plaçait toute la responsabilité directement sur mes épaules, comme si le problème n'était pas le comportement mais mon refus de le tolérer. Comme si l'harmonie n'existait que lorsque je restais silencieuse. Claire est finalement partie ce soir-là, pas parce qu'elle avait compris, mais parce qu'elle s'ennuyait. Elle m'a embrassé sur la joue en sortant et m'a dit de me détendre. Elle a dit que je m'inquiétais trop. Après son départ, je me suis assise seule sur mon canapé et j'ai regardé autour de mon appartement, je l'ai vraiment regardé. Les meubles que j'avais choisis. Les photos au mur. Le silence qui s'est installé une fois la porte fermée. Cet espace était censé être la preuve que j'avais grandi dans ma propre vie. Au lieu de cela, il ressemblait à un rappel de la facilité avec laquelle elle pouvait m'être retirée. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans mon lit à écouter les bruits de l'immeuble, chaque pas dans le couloir faisant sursauter mon cœur. J'ai réalisé que je n'étais plus simplement mal à l'aise. J'étais sur le qui-vive dans un endroit qui était censé m'abriter. La partie la plus difficile était d'admettre ce que cela signifiait. Cela signifiait que le problème était plus grand que Claire. Cela signifiait que l'appartement n'était que la dernière scène d'un schéma familial qui fonctionnait depuis des décennies. Un schéma où un enfant était protégé à tout prix, et l'autre était censé absorber les dégâts en silence. En fixant le plafond,
j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas encore résolu, pas une colère assez vive pour agir. Juste une lourde compréhension se mettant en place. Ce n'était pas une histoire de clé. C'était une histoire de règlement que je n'avais jamais accepté, qui disait que mes besoins passaient en second, et que mon espace était toujours sujet à négociation. Et pour la première fois, je me suis demandé ce qui se passerait si j'arrêtais complètement de jouer selon ces règles. Je ne connaissais pas encore la réponse. Mais je savais, avec une clarté qui rendait le sommeil impossible, que rien ne changerait à moins que je ne change. Je me suis demandé ce qui se passerait si j'arrêtais complètement de jouer selon ces règles. Cette question est restée avec moi tout au long de la semaine suivante alors que je préparais une petite valise pour un déplacement professionnel. Rien de dramatique, juste quelques jours hors de la ville pour une revue logistique avec l'un de nos partenaires régionaux. J'avais fait des voyages comme celui-ci des dizaines de fois auparavant, des trains rapides, des chambres d'hôtel qui sentaient toutes légèrement le nettoyant pour moquette et le café, des journées passées dans des salles de conférence sans fenêtre à parler de délai et d'expédition. Normalement, voyager me donnait un sentiment de soulagement. La distance de la maison signifiait la distance de l'attention. Cette fois, j'ai hésité avant de fermer ma valise. Je me suis tenu dans ma chambre et j'ai regardé autour de moi, vérifiant les tiroirs, redressant des choses qui n'avaient pas besoin d'être redressées, comme les gens le font quand ils essaient de se convaincre qu'ils ont le contrôle. J'ai débranché mon ordinateur portable. J'ai empilé mon courrier proprement près de la porte. J'ai verrouillé l'armoire de la salle de bain où je gardais mes papiers personnels, même si je savais que la serrure était fragile et surtout symbolique. Avant de partir, je suis resté à la porte plus longtemps que d'habitude, ma main posée sur la poignée, écoutant le bourdonnement silencieux de l'immeuble. Je me suis dit que ça irait. Je me suis dit que Claire n'oserait pas pousser le bouchon plus loin maintenant que les choses étaient tendues. Le voyage lui-même s'est déroulé sans incident. Les réunions se sont mélangées. Les gens ont parlé d'efficacité et de marge, de problèmes qui pouvaient être résolus avec des tableurs et de la patience. Le soir, je restais allongé dans mon lit d'hôtel à faire défiler mon téléphone, regardant à moitié les nouvelles, fixant à moitié le plafond. Je vérifiais l'application de sécurité de mon appartement plus que je ne veux l'admettre, rafraîchissant l'écran même s'il ne montrait rien d'autre que le voyant vert constant qui signifiait aucune alarme, aucun mouvement détecté. Pourtant, quelque chose n'allait pas dans ma poitrine, une pression sourde et constante que je ne pouvais nommer. La deuxième nuit, mon téléphone a vibré avec un message de Raphaël. Elle demandait comment se passait le voyage et me disait qu'elle espérait que je me reposais un peu. J'ai répondu que c'était bien, occupé mais gérable. Je ne lui ai pas parlé de la boule dans mon estomac. Je ne voulais pas paraître paranoïaque. Je ne voulais pas être la personne qui s'attend toujours au pire. Ce n'est que le matin où je suis rentré que j'ai senti le changement. Mon téléphone était encore en mode avion quand nous avons atterri, la cabine bourdonnant de l'agitation habituelle pour se lever et attraper les sacs. Dès que je l'ai rallumé, les notifications ont inondé l'écran. Un appel manqué d'un numéro inconnu. 2 emails du syndic de mon immeuble. Et puis, coincé entre eux, un message d'une voisine que je connaissais à peine, quelqu'un à qui j'avais fait un signe de tête dans le couloir mais à qui je n'avais jamais parlé au-delà d'un bonjour poli. Et, écrivait-elle. Tout allait bien chez toi hier soir? C'était assez bruyant. Mon pouls a bondi. J'ai ouvert l'email du syndic en premier. Il était court et formel, écrit sur ce ton prudent qui signifie qu'ils sont déjà agacés mais restent professionnels. Il faisait référence à des plaintes pour tapage, mentionnait que plusieurs résidents avaient appelé après les heures calmes, et me rappelait la politique de l'immeuble concernant les rassemblements et les heures de silence. Il disait que de nouveaux incidents pourraient entraîner des amendes. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois, mes mains commençant à trembler. Je n'avais pas été chez moi. J'avais été à 2 départements de là, mangeant un triste sandwich dans une gare. Il n'y avait pas de malentendu ici. Je n'ai pas répondu à la voisine. Pas encore. J'ai traîné ma valise hors du train et traversé la gare, les bruits de roulettes et d'annonces au haut-parleur me pressant. Le temps que je monte dans le taxi, ma mâchoire me faisait mal tellement je l'avais serrée. La ville défilait par la fenêtre pendant que nous roulions, les rues familières semblant soudain distantes, comme si je revenais dans un endroit que je ne reconnaissais plus tout à fait. Quand j'ai déverrouillé la porte de mon appartement, l'odeur m'a frappé en premier. Alcool, parfum et quelque chose de frit, lourd et rassis. La musique ne jouait plus, mais je pouvais la sentir dans la pièce quand même,
comme un écho qui avait imprégné les murs. Mes chaussures collaient légèrement au sol près de l'entrée. Il y avait de légères éraflures près de la porte, des empreintes de pas qui n'étaient pas les miennes. J'ai posé mon sac lentement, mes yeux scannant la pièce. Les coussins du canapé étaient réarrangés, l'un jeté par terre. Une fine couche de paillettes poudrait la table basse, accrochant la lumière d'une manière qui me retournait l'estomac. Des gobelets vides encombraient le comptoir, certains avec des traces de rouge à lèvres qui n'étaient pas de la teinte de Claire, d'autres avec des noms écrits au marqueur. Quelqu'un avait déplacé mes plantes pour faire de la place, les poussant vers la fenêtre comme une arrière-pensée. Je suis allé dans la cuisine et j'ai ouvert le frigo. Il était presque vide. La nourriture que j'avais achetée avant de partir avait disparu, remplacée par des contenants à moitié finis et des boîtes à emporter fourrées sans couvercle. J'ai fermé la porte soigneusement, craignant que si je la claquais, quelque chose en moi se briserait avec le bruit. Dans la salle de bain, une serviette que je ne reconnaissais pas pendait de travers sur le porte-serviette. Mon porte-savon était maculé de maquillage. Dans la chambre, mon lit avait été utilisé. Pas pour dormir soigneusement, mais affalé en travers, la couette tordue et tirée comme si elle avait fait partie de la fête. Je suis resté là un long moment, mes mains serrées en poing, respirant superficiellement, ayant l'impression d'être entré dans les conséquences d'un cambriolage que personne ne prendrait au sérieux parce que rien d'évident n'avait été volé. Mon téléphone a vibré dans ma main. Une notification des réseaux sociaux. Je l'ai ouverte sans réfléchir. Elle était là. Une vidéo postée sur le compte de Claire. La caméra balayait mon salon, lumière tamisée, musique boum boum, des gens riant et levant leurs verres. La légende disait quelque chose de léger à propos de recevoir des amis chez elle, avec un emoji cœur et une localisation qui n'était pas la mienne mais assez proche pour que quiconque me connaissait la reconnaisse. Dans les commentaires, les gens plaisantaient sur la chance qu'elle avait d'avoir un si bel espace. Quelqu'un a demandé si elle venait d'emménager. Claire a répondu avec un visage rieur et a dit quelque chose sur le fait d'avoir enfin un endroit qui lui ressemblait. Mes mains se sont engourdies. J'ai regardé la vidéo à nouveau, plus lentement cette fois. J'ai vu mon canapé, mon tapis, ma lampe. J'ai vu des inconnus danser là où je m'asseyais habituellement avec un livre après le travail. Mon appartement était devenu un décor, un accessoire dans l'histoire de quelqu'un d'autre, dépouillé de tout lien avec moi. J'ai appelé Claire. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, sa voix claire et décontractée, comme si on prenait des nouvelles autour d'un café. « Et qu'est-ce que tu as fait dans mon appartement hier soir ?» ai-je demandé. Ma voix semblait lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Elle a ri. « Détends-toi. On a juste invité quelques personnes. » Quelques personnes. Je lui ai parlé de l'email du syndic. Je lui ai parlé des plaintes. Je lui ai dit que je pouvais avoir une amende. Elle a soupiré, exagérément, comme si je l'ennuyais. Oh mon Dieu, Manon. C'était une soirée. Tout le monde s'amusait. Tu devrais être reconnaissante que ton appart soit assez sympa pour recevoir. Je lui ai dit qu'elle n'avait aucun droit. Je lui ai dit qu'elle avait franchi une ligne. Elle m'a coupé. Tu dramatises. C'est du bon contenu. Les gens ont adoré. Du bon contenu. J'ai fixé le désordre autour de moi, les bouteilles vides et les paillettes sur ma table, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas juste de la négligence. C'était un sentiment de droit absolu. C'était l'hypothèse que mon espace existait pour servir ses besoins, son image, son public. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Maman a appelé quelques minutes plus tard, parce que bien sûr qu'elle l'a fait. Elle avait vu la vidéo. Elle m'a dit que je ne devrais pas être si contrarié. Elle a dit que Claire s'amusait juste. Elle a dit que l'immeuble avait surréagi. Je lui ai dit que le syndic avait envoyé un avertissement formel. Je lui ai dit que mes voisins étaient en colère. Maman a fait ce bruit encore, celui qui signifiait qu'elle était sur le point de tout lisser à mes dépens. Eh bien, a-t-elle dit, peut-être que la prochaine fois tu pourrais expliquer tes règles plus clairement à Claire. La prochaine fois. Comme si c'était un problème de planning. Papa n'a pas appelé. Il ne le faisait jamais quand les choses étaient inconfortables. Je pouvais l'imaginer assis dans son fauteuil, entendant maman parler, décidant que le silence était plus facile que d'intervenir. Après avoir raccroché,
je me suis assise au bord de mon lit et j'ai regardé la pièce, je l'ai vraiment regardée. Elle semblait violée d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait expliquer. Pas seulement à cause du désordre, mais à cause de ce qu'il représentait. Ma maison avait été transformée en scène, un lieu de performance et d'approbation, un décor pour la version du succès de quelqu'un d'autre. J'ai passé le reste de la soirée à nettoyer. Pas parce que ça rendait les choses meilleures, mais parce que c'était quelque chose que je pouvais faire. J'ai jeté des gobelets, essuyé des comptoirs et lavé des draps. Chaque petite tâche ressemblait à la reconquête d'un centimètre carré de territoire, même si je savais que le problème plus large restait intact. Quand je me suis enfin assise, épuisé, j'ai vérifié les commentaires sur la vidéo de Claire une dernière fois. Quelqu'un avait écrit à quel point il était jaloux. Quelqu'un d'autre demandait quand serait la prochaine fête. Claire les avait tous liqués. J'ai verrouillé mon téléphone et je me suis appuyé contre le dossier du canapé, fixant le plafond. L'immeuble était calme maintenant, mais il ne semblait pas paisible. Il semblait aux aguets. C'est cette nuit-là que j'ai compris quelque chose que j'avais évité. Mon appartement n'était plus juste un endroit où je vivais. Il était devenu un symbole, un trophée, un outil. Et tant que Claire le voyait de cette façon, rien de ce que je dirais ne compterait. Je suis allé me coucher lumières éteintes et portes verrouillées, écoutant les bruits lointains de Paris s'installant dans le sommeil. Mon corps était fatigué, mais mon esprit ne ralentissait pas. Je continuais de rejouer la vidéo, les commentaires, la façon désinvolte dont Claire avait balayé les conséquences. Quelque part entre minuit et le matin, une pensée s'est formée avec une clarté qui m'a surprise. Si ma maison pouvait être transformée en sa scène aussi facilement, alors rester ne me protégeait pas. C'était l'encourager. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Je savais juste que quoi qu'il arrive ensuite, il faudrait changer complètement les règles. Et pour la première fois, je n'avais pas peur de cette idée. Ce sentiment est resté avec moi dans les jours qui ont suivi, calme mais constant, comme si quelque chose de nouveau avait pris racine. Je suis retourné au travail, j'ai répondu aux emails, j'ai assisté à des réunions, mais mon esprit continuait de tourner autour de la même réalisation. Claire n'était pas juste négligente. Elle construisait quelque chose par-dessus ma vie, couche par couche, et elle ne voyait rien de mal à cela. J'ai appris l'existence de Julien par accident. Maman m'a appelé un après-midi alors que je préparais le dîner, la poêle sifflant doucement alors que les oignons touchaient l'huile chaude. Sa voix avait ce ton léger, presque excité, qu'elle prend quand elle pense avoir une bonne nouvelle. Elle m'a dit que Claire voyait quelqu'un de nouveau. Il s'appelait Julien. Il travaillait dans l'analyse immobilière, a-t-elle dit, et sa famille était très aisée. Elle a dit ça comme si ça comptait, comme si ça expliquait quelque chose d'important. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas me voir. J'ai demandé depuis combien de temps ils étaient ensemble. Maman a dit pas longtemps, mais c'était sérieux. Elle a dit que Claire essayait vraiment cette fois. Essayer quoi? Je n'ai pas demandé. Je connaissais déjà la réponse. Puis maman a ajouté quelque chose qui a figé ma main au-dessus de la cuisinière. Elle a dit que Julien adorait l'appartement de Claire. Elle a dit qu'il trouvait impressionnant que Claire ait réussi à acheter un appartement à Paris à son âge. La pièce est devenue silencieuse à part le brûleur. Je l'ai baissé lentement. J'ai demandé à maman ce qu'elle voulait dire. Elle a hésité, juste un instant de trop. Puis elle a dit que Claire avait dit à Julien que l'appartement était à elle. Elle a dit que c'était juste une petite exagération. Elle a dit qu'il n'y avait pas de mal à ça. Elle m'a dit de ne pas en faire toute une histoire et de ne pas embarrasser Claire. Ne pas l'embarrasser. Les mots ont atterri lourdement dans ma poitrine. J'ai demandé à maman si elle avait corrigé Claire. Si elle lui avait dit que mentir comme ça n'était pas correct. Maman a soupiré et a dit que Claire manquait d'assurance. Elle a dit que Claire avait besoin de se sentir stable. Elle a dit que les hommes comme Julien s'attendaient à certaines choses. Elle m'a dit que je devrais comprendre. Comprendre. Ce mot encore. Toujours dirigé vers moi. Je suis resté là dans ma cuisine, fixant la vapeur montée de la poêle, et j'ai senti quelque chose s'enclencher. Les fêtes, les vidéos, la façon dont Claire se déplaçait dans mon appartement comme si c'était un showroom. Ce n'était pas juste pour s'amuser. C'était pour fabriquer une image. Ma maison n'était pas juste un endroit pour traîner. C'était une preuve.
C'était un accessoire dans une histoire que Claire racontait sur elle-même. Plus tard cette semaine-là, je l'ai vue par moi-même. Je suis rentré du travail tôt un soir, épuisé et impatient d'avoir du calme. En tournant au coin de ma rue, j'ai remarqué une voiture que je ne reconnaissais pas garée devant. Quelque chose à son sujet m'a fait ralentir. Elle était propre et avait l'air chère, le genre de voiture qui suggère un entretien minutieux et de l'argent qui n'a pas besoin de s'annoncer. Quand je suis entré dans l'immeuble, je pouvais entendre des voix venant de mon appartement. Des rires, bas et faciles. J'ai hésité devant ma porte, ma main planant au-dessus de la poignée. Un instant, j'ai envisagé de faire demi-tour, de me donner plus de temps pour me préparer. Puis je me suis rappelé que c'était chez moi. J'ai ouvert la porte. Claire était là, bien sûr, perchée sur mon canapé comme si elle y avait sa place. À côté d'elle était assis un homme que je n'avais jamais vu. Il s'est levé dès que je suis entré, grand, bien habillé, confiant de la manière dont les gens le sont quand ils n'ont jamais eu à douter de leur place dans une pièce. Claire a rayonné. Manon, a-t-elle dit, comme si c'était une surprise. Voici Julien. Il m'a souri, poli mes évaluateurs, ses yeux parcourant rapidement l'espace, puis revenant à mon visage. Il a dit que c'était un plaisir de me rencontrer. Il a dit que Claire lui avait tellement parlé de l'appartement. L'appartement. Pas mon appartement. Juste l'appartement, comme s'il existait indépendamment de moi. J'ai forcé un sourire et hoché la tête. J'ai dit bonjour. Je ne l'ai pas corrigé. Pas encore. Je ne savais pas comment, pas à ce moment-là, avec Claire me surveillant de si près. Claire s'est lancée dans une histoire sur la difficulté de trouver un endroit dans la ville, à quel point le marché était compétitif, à quel point elle était fière de ce qu'elle avait réussi à faire. Elle faisait des gestes autour de la pièce en parlant, pointant des caractéristiques que j'avais choisies, des meubles pour lesquels j'avais économisé, des détails qui contenaient des morceaux de ma vie. Julien écoutait attentivement, impressionné, posant des questions sur la surface en mètres carrés et l'emplacement. Je restais là, me sentant étrangement invisible. C'était comme regarder quelqu'un d'autre narrer ma vie pendant que je planais sur les bords, réduite à un rôle secondaire dans mon propre espace. À un moment donné, Julien s'est tourné vers moi et a demandé depuis combien de temps je vivais là. La question était simple, innocente. Les yeux de Claire ont filé vers moi, vifs et avertisseurs. J'ai répondu prudemment. J'ai dit que j'étais là depuis un moment. J'ai dit que j'aimais le quartier. J'ai dit que c'était pratique pour le travail. Claire est intervenue immédiatement, remplissant le silence. Elle a parlé de comment elle avait toujours su qu'elle voulait vivre à Paris, comment elle avait travaillé si dur pour que ça arrive. Julien a hoché la tête, clairement impressionné. Il a dit que c'était rafraîchissant de rencontrer quelqu'un d'aussi déterminé. Déterminé. J'ai failli rire. Après leur départ ce soir-là, je me suis assise seule sur le canapé et j'ai laissé le calme revenir. J'ai rejoué la soirée dans ma tête, chaque regard, chaque mot soigneusement choisi. Claire n'avait pas seulement menti. Elle avait tissé le mensonge dans quelque chose de plus grand, quelque chose qui nécessitait mon silence pour survivre. J'ai appelé maman à nouveau, bien qu'une partie de moi sût déjà comment cela se passerait. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je lui ai dit que Claire avait présenté mon appartement comme le sien, juste devant moi. La réponse de maman a été immédiate et tranchante. Elle m'a demandé pourquoi je ne pouvais pas juste laisser Claire avoir ça. Elle a dit que Claire avait enfin quelque chose qui marchait pour elle. Elle a dit que je n'avais pas besoin de tout corriger. Je lui ai demandé pourquoi c'était ma responsabilité de soutenir un mensonge qui m'effaçait. Maman a dit que j'étais égoïste. Elle a dit que Julien n'avait pas besoin de connaître tous les détails. Elle a dit que je ne devrais pas interférer. Papa était en arrière-plan à nouveau, sa voix lointaine. Il m'a dit de laisser tomber. Il a dit que ça ne causerait que des ennuis. Il a dit que Claire finirait par mûrir. Mûrir. Claire avait 27 ans, et mes parents la protégeaient encore des conséquences de ses choix. J'ai raccroché en me sentant vide. C'était une chose d'avoir mon espace envahi. C'en était une autre d'avoir mon identité discrètement réécrite pour faire paraître quelqu'un d'autre meilleur. Au cours des semaines suivantes, le schéma est devenu plus clair. Claire amenait Julien plus souvent. Elle traitait mon appartement comme un showroom, rangeant avant son arrivée, allumant des bougies, ouvrant les fenêtres.
Elle postait plus de vidéos, plus de photos, soigneusement recadrées pour montrer juste assez de l'espace pour vendre l'histoire qu'elle racontait. Les commentaires affluaient, pleins d'admiration et d'envie. À chaque fois, je me sentais rétrécir un peu. Pas parce que je croyais au mensonge, mais parce que tout le monde autour de moi semblait l'accepter comme inoffensif. Comme nécessaire. Comme quelque chose que je devrais tolérer pour la paix. J'ai commencé à remarquer les fissures dans la confiance de Claire, aussi. La façon dont elle vérifiait les réactions de Julien. La façon dont elle riait trop fort à ses blagues. La façon dont elle mentionnait sa famille, ses relations, ses attentes. Elle construisait une version d'elle-même qu'elle pensait qu'il respecterait, et mon appartement en était la fondation. Un soir, après le départ de Julien, je l'ai confrontée calmement. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas continuer à dire aux gens que l'appartement était à elle. Je lui ai dit que c'était mal. Elle m'a regardé comme si je l'avais trahi. Elle m'a demandé pourquoi j'essayais toujours de la faire mal paraître. Elle a dit que je ne comprenais pas comment les choses fonctionnaient. Elle a dit que si je tenais à elle un tant soit peu, je l'aiderais. L'aider à mentir. L'aider à grimper. L'aider à mes propres dépens. C'est là que ça a finalement fait tilt. Ce n'était pas un malentendu ou un manque de limite. C'était une question de pouvoir. D'image. De qui avait le droit de compter le plus. Je suis allé me coucher ce soir-là avec une lourdeur dont je ne pouvais me débarrasser. L'appartement était calme, mais il ne ressemblait plus à un refuge. Il ressemblait à un décor entre deux représentations, attendant le prochain acte. En fixant le plafond, j'ai réalisé quelque chose qui m'a serré la poitrine. Si Claire était prête à m'effacer pour impressionner un homme qu'elle connaissait à peine, alors cela n'allait jamais s'arrêter de soi-même. Et quoi qu'il arrive ensuite, ça allait blesser quelqu'un. Je ne savais juste pas encore qui ce serait. C'est arrivé un mercredi, le genre de jour de semaine qui semble généralement oubliable. Ciel gris, trottoirs humides, l'air sentant la pluie qui n'arrivait pas à se décider. Le travail m'a libéré tôt parce qu'un appel client a été repoussé, et j'aurais dû me sentir chanceuse. Au lieu de cela, j'ai ressenti cette traction familière dans mon estomac, l'appréhension silencieuse qui avait commencé à vivre sous mes côtes depuis que Claire avait commencé à traiter ma maison comme une ressource familiale partagée. Dans le métro du retour, j'ai regardé les gens osciller avec le mouvement, visage fatigué, yeux fixés sur leur téléphone. Une femme en face de moi tenait un sac de course sur ses genoux comme s'il était fragile. Un homme en costume tapait du pied, impatient. Personne ne regardait personne d'autre. Paris a cette façon de vous faire sentir entouré et seul en même temps. Je continuais à penser à mon appartement, à savoir si les lumières seraient allumées, si quelque chose d'autre serait déplacé. J'ai essayé de me dire que je dramatisais, mais ce mensonge avait commencé à avoir un goût rassis. Quand je suis arrivé à mon immeuble, le hall était calme. L'accueil était occupé, un jeune homme que je reconnaissais de vue mais pas de nom. Il a hoché la tête quand je suis passé comme s'il m'avait vu 100 fois. J'ai attendu l'ascenseur et regardé mon reflet dans les portes en métal brossé. Mes cheveux étaient tirés en arrière, mon manteau humide aux épaules, mon visage paraissant plus vieux que 32 ans sous l'éclairage cru du hall. Je ressemblais à quelqu'un qui aurait dû avoir sa vie sous contrôle. Le trajet en ascenseur a semblé trop lent. Le bourdonnement du moteur, la musique douce diffusée, l'odeur de l'eau de Cologne de quelqu'un d'autre persistant d'avant. Quand je suis sorti à mon étage, j'ai remarqué quelque chose de petit qui a ralenti mes pas. Une légère trace de frottement près de ma porte, assez fraîche pour attraper la lumière. Comme si quelqu'un avait déplacé ses pieds là, attendant, faisant les 100 pas, ou hésitant. Je me suis dit que ça pouvait être n'importe qui. Un voisin. Un livreur. Mon esprit essayait toujours d'accorder le bénéfice du doute. J'ai mis ma clé dans la serrure et je l'ai tournée. La porte s'est ouverte facilement, aucune résistance, pas de traction d'un verrou totalement engagé. Ma première pensée a été que j'avais oublié de fermer à clé ce matin-là, ce qui ne me ressemblait pas. Ma deuxième pensée est venue juste derrière, plus froide et plus tranchante. Quelqu'un d'autre l'avait déverrouillé. À l'intérieur, l'appartement était calme. Pas de musique, pas de voix. Les rideaux étaient à moitié ouverts, laissant entrer la lumière terne de l'après-midi. L'air sentait la vanille, une des bougies que Claire aimait, le genre qu'elle n'achetait jamais pour elle-même mais qu'elle semblait toujours avoir quand elle était chez moi.
Je suis entré et j'ai fermé la porte derrière moi lentement, écoutant. Rien. Mon salon semblait presque trop rangé, comme si quelqu'un avait nettoyé pour de la visite. Les oreillers étaient gonflés d'une manière dont je ne me souciais jamais. Ma table basse était vide à part un magazine sur papier glacé auquel je n'étais pas abonné. Un vase de tulipes bon marché du supermarché était posé sur mon comptoir, toujours dans l'emballage plastique, comme un accessoire de décor. J'ai posé mon sac et traversé l'appartement comme on traverse un endroit qui a été touché par quelqu'un d'autre. Prudente. Alerte. Essayant de ne pas réagir trop vite. Claire n'était pas là. Cela aurait dû me soulager. Au lieu de cela a serré mon estomac, parce que cela signifiait qu'elle avait été là récemment et qu'elle était partie. Cela signifiait qu'elle avait arrangé mon espace pour un but qui ne nécessitait pas sa présence. Puis j'ai entendu frapper. Pas à ma porte. Sur le mur. Un coup léger, comme quelqu'un testant si j'étais à la maison. Le son venait du côté du couloir, proche, et mon pouls a bondi. Je suis resté immobile, essayant de le situer. Puis il y a eu un autre son, plus doux, le clic léger de la clé de quelqu'un dans une serrure proche, puis des pas sur la moquette du couloir devant ma porte. Quelques secondes plus tard, il y a eu un vrai coup à ma porte. Je n'ai pas bougé tout de suite. J'ai retenu mon souffle, écoutant le rythme, l'intention. C'était régulier, confiant, pas le coup hésitant d'un livreur. Qui que ce soit, il supposait que je répondrais. J'ai marché jusqu'à la porte et regardé par l'œilleton. Un homme se tenait là, grand, portant un manteau sombre qui avait l'air cher sans faire d'effort. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Il tenait son téléphone dans une main, regardant vers le bas comme s'il vérifiait un message, puis remontant vers ma porte. Il avait l'air agacé, pas inquiet. Je savais qui c'était avant d'ouvrir la porte. Julien. J'aurais dû la laisser fermer. J'aurais dû l'ignorer. Mais une partie de moi avait besoin de voir jusqu'où le mensonge avait voyagé. J'avais besoin de savoir quel genre de personne se tiendrait à ma porte comme s'il y avait sa place. Je l'ai ouverte partiellement, la chaîne toujours mise, et j'ai demandé si je pouvais l'aider. Julien m'a regardé, puis au-delà de moi, comme s'il essayait de confirmer quelque chose. Ses yeux ont bougé rapidement par-dessus mon épaule vers mon salon, prenant en compte les tulipes, les oreillers rangés, le magazine. Il a souri, mais ce n'était pas chaleureux. C'était le sourire de quelqu'un qui pensait comprendre la situation. Il a dit qu'il cherchait Claire. Je lui ai dit que Claire n'était pas là. Ses sourcils se sont légèrement levés. Pas là. Il avait l'air surpris, puis sceptique, comme si ma réponse ne correspondait pas à la version du monde qu'on lui avait donnée. Il a demandé où elle était. Je lui ai dit que je ne savais pas. Il a regardé son téléphone à nouveau, puis relevé la tête. Il a dit que Claire lui avait dit qu'elle serait à la maison. Il a dit qu'il essayait de la joindre. Il a tenu son téléphone légèrement en l'air, comme si la preuve des appels sans réponse comptait. J'ai gardé ma voix calme. J'ai dit qu'elle était peut-être sortie. Julien a laissé échapper un petit souffle, presque un rire. Il a dit qu'elle ne sortait jamais sans le lui dire. Il a dit qu'il était censé la retrouver ici. Ici. Le mot s'est posé entre nous, lourd. Il s'est penché légèrement, pas assez près pour briser la barrière de la chaîne, mais assez près pour que sa présence remplisse l'encadrement de la porte. Son regard s'est posé sur moi à nouveau, plus direct cette fois, et quelque chose dedans a changé. La curiosité s'est transformée en jugement. Il a demandé qui j'étais. Je lui ai dit mon nom. Manon. J'ai dit que je vivais ici. Cette dernière partie est sortie sans force, juste la vérité. Pendant une seconde, Julien a semblé confus. Comme si un fichier dans son esprit ne correspondait pas à l'étiquette. Puis la confusion s'est dissipée, remplacée par autre chose. De la compréhension, suivie immédiatement de mépris. Il a dit « Oh. Tu es sa sœur. » J'ai hoché la tête. Il a incliné la tête, les yeux se plissant comme s'il m'étudiait. Il a demandé si j'étais la sœur que Claire avait mentionnée. Celle qui ne pouvait pas gérer son propre logement. Celle qui s'appuyait toujours sur Claire. Ma gorge est devenue sèche. J'ai senti mon visage devenir chaud, puis froid. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. La bouche de Julien s'est légèrement courbée,
pas tout à fait un sourire, plus comme s'il appréciait d'avoir l'avantage. Il a dit que Claire avait tout expliqué. Il a dit que Claire était généreuse. Il a dit que ce n'était pas facile de soutenir des membres de la famille qui n'avaient pas leur vie en ordre. Soutenir. Soutenir qui? Il m'a regardé de la tête aux pieds d'une manière qui n'était pas ouvertement impolie, mais qui me donnait quand même l'impression d'être pesée et trouvée insuffisante. Il a dit, Claire m'a dit que tu es la sœur inutile qui squatte chez sa petite sœur. Les mots ont atterri comme une gifle, net et précis. Je n'ai pas tressailli, du moins pas extérieurement. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Pas bruyamment. Pas dramatiquement. Juste une cassure silencieuse qui a changé la forme de tout. À ce moment-là, j'ai compris exactement comment Claire m'avait positionné dans son histoire. Pas comme une sœur avec une carrière et un bail, pas comme une femme qui avait construit quelque chose pour elle-même. J'étais un accessoire. Un avertissement. Un contraste. L'échec qu'elle utilisait pour se faire ressembler au succès. J'aurais pu le corriger. J'aurais pu dire c'est mon appartement. Je paie le loyer. Je travaille dur. J'aurais pu pointer la photo encadrée sur mon étagère, celle avec moi et Raphaël lors d'un week-end, ou la pile de classeurs de travail sur mon bureau, ou mon nom sur le courrier posé près de la porte. J'aurais pu lister chaque détail comme un avocat montant un dossier. Mais quelque chose en moi a refusé. Pas parce que j'étais faible. Pas parce que j'avais peur. Mais parce que j'ai soudain réalisé qu'expliquer ma situation à Julien ne rétablirait rien. Cela ne ferait que l'inviter dans l'argumentation, et il ne méritait pas une place à ma table. Alors je ne me suis pas défendu. Je l'ai juste regardé. Il a bougé, mal à l'aise avec le silence. Les gens comme Julien s'attendent à une réaction. Ils s'attendent à une émotion qu'ils peuvent gérer, une colère qu'ils peuvent rejeter, des larmes qu'ils peuvent prendre en pitié. Quand vous ne leur donnez rien, ils ne savent pas où se mettre. Il a demandé si Claire m'avait dit qu'elle venait. Son ton était plus tranchant maintenant, comme s'il avait déjà décidé que j'étais l'obstacle. Je lui ai dit non. Il a demandé si je pouvais le laisser entrer pour attendre. Je l'ai fixé une seconde, puis j'ai dit non. Ça l'a surpris. Il a cligné des yeux. Il a dit qu'il pensait que c'était chez Claire. J'ai dit, ce n'est pas le cas. Ma voix était calme, mais elle ne tremblait pas. La mâchoire de Julien s'est serrée. Il a regardé au-delà de moi à nouveau, comme s'il pouvait voir le mensonge s'effondrer en arrière-plan. Puis il a essayé une approche différente. Il a dit que Claire travaillait dur. Il a dit qu'elle méritait de belles choses. Il a dit que peut-être je devrais être reconnaissante qu'elle me laisse rester. Reconnaissante. Le mot avait un goût amer. J'ai senti mes mains se recroqueviller contre l'intérieur de la porte, les ongles s'enfonçant dans ma paume. Je pouvais sentir mon rythme cardiaque dans ma gorge. La pièce derrière moi semblait soudain exposée, comme si les murs s'étaient amincis. Je lui ai dit que je ne discuterais pas de ça avec lui. Julien a ricané. Il a dit bien sûr. Il a dit que les gens comme moi devenaient toujours défensifs. Il a dit que Claire était trop gentille, qu'elle devrait arrêter de laisser la famille la tirer vers le bas. Les gens comme moi. La famille la tirait vers le bas. Je regardais sa bouche bouger et j'entendais les mots, mais c'était comme si mon cerveau s'était reculé de mon corps. Je pouvais me voir debout là, la chaîne sur la porte, me tenant immobile. Je pouvais le voir dans son manteau cher, sa confiance bâtie sur une histoire qu'il avait acceptée sans question. Et je pouvais voir Claire derrière tout ça, invisible mais présente, tirant les ficelles. Pendant une seconde, j'ai voulu hurler. Pas sur Julien. Sur la situation entière. Sur les années où l'on m'a dit de préserver la paix. Sur maman pour l'avoir excusée. Sur papa pour l'avoir évité. Sur Claire pour avoir pris jusqu'à ce qu'elle commence à prendre mon identité aussi. Mais je n'ai pas hurlé. Je lui ai demandé de partir. Julien m'a fixé comme s'il ne pouvait pas croire que quelqu'un comme moi lui dise quoi faire. Puis il s'est penché plus près, la voix plus basse, et a dit que Claire allait être très contrariée quand elle apprendrait que je lui avais parlé comme ça. J'ai soutenu son regard et j'ai dit, tu peux lui dire tout ce que tu veux. Mes mots semblaient calmes, mais à l'intérieur de ma poitrine, quelque chose s'emballait, pas de la peur cette fois, quelque chose comme de la clarté. Julien a reculé.
Il a regardé ma chaîne de porte comme si elle l'offensait. Il a marmonné quelque chose dans sa barbe, puis s'est tourné et est parti, ses chaussures étouffées par la moquette du couloir. À mi-chemin du couloir, il a sorti son téléphone à nouveau, tapant agressivement, appelant probablement Claire, exigeant probablement une explication. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée, puis j'ai glissé contre elle jusqu'à être assise par terre. Mes genoux remontaient, bras enroulés autour, pas parce que j'essayais de me faire petite, mais parce que mon corps avait besoin d'un point d'ancrage. L'appartement était silencieux. Les tulipes sur le comptoir avaient l'air ridicules maintenant, comme une décoration sur une scène de crime. Je suis restée assise là un long moment, fixant la plainte, remarquant une minuscule égratignure dans la peinture que je n'avais jamais vue auparavant. Mon esprit rejouait les mots de Julien encore et encore, pas parce que je les croyais, mais à cause de ce qu'ils révélaient. Claire avait dit aux gens que je vivais à ses crochets. Claire avait utilisé ma maison pour impressionner un homme, et pour faire ça, elle m'avait transformé en méchante dans son histoire, la grande sœur pathétique, l'exemple à ne pas suivre. Et maman savait. Maman m'avait dit de ne pas l'embarrasser. Papa m'avait dit de laisser tomber. C'était la partie qui me tordait l'estomac. Pas Julien. Pas même Claire. C'était le fait que les gens qui m'avaient élevé avaient regardé cela se produire et avaient décidé que le mensonge comptait plus que ma dignité. Au bout d'un moment, je me suis levé et j'ai traversé mon appartement à nouveau. Cette fois, je l'ai vu différemment. Les oreillers rangés n'étaient pas confortables. Ils étaient des preuves. Le magazine n'était pas anodin. Il était mis en scène. Les tulipes n'étaient pas un cadeau. Elles étaient un accessoire. Mon appartement avait été préparé, et j'avais été effacé du scénario. Je suis allé dans ma chambre et j'ai ouvert mon placard, passant mes doigts sur mes manteaux, mes pulls, les choses qui m'avaient porté à travers les hivers et les années difficiles et les petits matins. Je me suis senti soudain fatigué jusqu'aux os, le genre de fatigue qui vient quand vous réalisez que vous vous battez pour le respect dans un endroit qui n'a jamais été construit pour le donner. Je me suis assise au bord de mon lit et j'ai fixé le mur, écoutant ma propre respiration. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Je me sentais trop sonné pour les larmes. Ce que je ressentais était un lent et lourd naufrage, comme si quelque chose d'important s'était décroché en moi et avait laissé un espace vide. C'était le jour où j'ai été effacé, pas parce que Julien croyait un mensonge, mais parce que Claire avait été assez confiante pour le raconter, et parce que mes parents avaient été assez à l'aise pour le protéger. Au moment où le soleil s'est couché, mes mains ont arrêté de trembler, mais le calme qui l'a remplacé n'était pas paisible. C'était résolu à faire son premier pas silencieux. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire, pas encore. Je savais juste que je ne me tiendrais plus jamais dans ma propre embrasure de porte pour être traité comme si je n'y avais pas ma place. Je suis allé à la cuisine, me suis versé un verre d'eau, et l'ai bu lentement, comme si j'essayais d'apprendre à mon corps qu'il était encore sûr d'exister dans cet espace. Puis je me suis assise à ma table et j'ai fixé la porte, attendant le prochain son, le prochain tour de clé, le prochain acte de la performance de Claire, parce que maintenant je comprenais la vérité. Elle n'allait pas s'arrêter tant que quelque chose ne l'y forcerait pas. J'ai appris cela à la dure, dans les heures après le départ de Julien, quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de Claire encore et encore. Je n'ai pas répondu au début. Je suis restée assise à ma table de cuisine à regarder l'écran vibrer et s'éteindre, comme un battement de cœur qui ne m'appartenait pas. L'air dans mon appartement semblait trop immobile, le genre d'immobilité qui vient après une tempête quand vous attendez de voir ce qui a été détruit. Quand j'ai finalement décroché, je n'ai pas dit bonjour. Claire s'est lancée comme si elle avait répété. Elle a exigé de savoir ce que j'avais dit à Julien. Elle a exigé de savoir pourquoi j'étais difficile. Elle a dit que je l'avais embarrassée, comme si c'était le vrai crime. Pas le mensonge. Pas la clé. Pas le fait qu'un inconnu se soit tenu dans mon entrée et m'ait traité d'inutile à plein poumon parce qu'elle l'avait nourri de ce mot. Je lui ai dit que je ne discutais pas de sa relation avec des inconnus chez moi. Je lui ai dit que Julien était venu sans invitation. Je lui ai dit qu'il m'avait insulté. Claire a eu un petit rire sec, le même qu'elle utilisait quand nous étions enfants et qu'elle savait qu'elle s'en était tirée. Elle a dit qu'il était juste protecteur. Elle a dit qu'il ne le pensait pas comme ça. Elle a dit que si je n'avais pas agi bizarrement, rien de tout ça ne serait arrivé. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Je lui ai demandé si elle lui avait dit que l'appartement était à elle. Il y a eu une pause,
puis elle a dit que ce n'était pas grand-chose. Elle a dit qu'elle essayait de construire une vie. Elle a dit que je devrais être heureuse pour elle. Elle a dit que Julien avait des standards et qu'elle n'allait pas arriver en ayant l'air de ne rien avoir. J'ai demandé ce que j'étais censé être dans cette histoire. Le rien sur lequel elle marchait. La voix de Claire s'est durcie. Elle a dit que je ramenais toujours tout à moi. Elle a dit que j'étais jalouse. Elle a dit que j'avais toujours été jalouse parce qu'elle était la marrante et moi la responsable, comme si la responsabilité était une sorte de défaut. Elle m'a dit que je devais me détendre, arrêter d'agir comme une victime, arrêter de surréagir. J'ai mis fin à l'appel avant que ma voix ne fasse quelque chose que je ne pourrais pas défaire. Mes mains tremblaient à nouveau. Pas de peur cette fois. De colère. De chagrin. Quelque chose entre les deux. J'ai marché jusqu'à ma fenêtre et j'ai regardé la ville, les gens bougeant sur le trottoir en bas, portant des courses, promenant des chiens, vivant des vies ordinaires. Un instant, je me suis senti séparé d'eux, comme s'ils étaient de l'autre côté d'une vitre épaisse. Je me suis demandé combien d'entre eux rentraient dans des endroits qui étaient vraiment les leurs, des endroits où la serrure signifiait quelque chose. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à chez mes parents parce que j'avais besoin de le dire à voix haute aux 2 personnes qui avaient créé ce gâchis et continuaient d'insister que c'était de l'amour. Maman a ouvert la porte comme si elle avait attendu, son visage déjà figé dans cette expression qui dit « Je ne suis pas là pour écouter, je suis là pour gérer ». Elle m'a fait entrer, parlant trop vite, me disant que Claire était contrariée, me disant que Julien était contrarié, me disant que j'avais fait une scène. Elle a dit ça comme si j'avais renversé un verre au dîner, pas comme si ma sœur avait bâti un mensonge entier sur mon dos. Papa était dans le salon, assis dans son fauteuil habituel, la télévision allumée doucement. Il a levé les yeux quand je suis entré, puis a regardé ses mains. Je pouvais voir la tension dans ses épaules, la façon dont il se préparait au conflit comme si c'était un phénomène météo qu'il ne pouvait pas contrôler. Je leur ai raconté ce qui s'était passé. Je leur ai dit que Julien était venu à mon appartement. Je leur ai dit qu'il m'avait traité d'inutile. Je leur ai dit qu'il avait dit que je squattais chez Claire, dans ma propre entrée, comme si j'étais une invitée qui devait être reconnaissante de la permission. Les yeux de maman se sont plissés pendant que je parlais, pas par inquiétude pour moi, mais par agacement face au désagrément. Quand j'ai fini, elle n'a pas demandé si j'allais bien. Elle a demandé ce que je lui avais dit. J'ai dit que je lui avais dit qu'il ne pouvait pas entrer. J'ai dit non. Maman a levé les bras au ciel. Manon, a-t-elle dit, tu as humilié ta sœur. As-tu une idée de ce que tu lui as fait? Mon estomac a chuté. Je lui ai demandé si elle m'avait entendu. Je lui ai demandé si elle comprenait que Claire avait menti, que Claire lui avait donné une histoire où je n'existais pas en tant que personne, seulement en tant que problème. Maman m'a balayé de la main. Elle a dit que Claire était sensible. Elle a dit que Claire essayait de faire quelque chose de sa vie. Elle a dit que Julien était un bon parti et que je ne devrais pas saboter ça. Saboter. Ce mot a serré ma gorge. Je lui ai demandé pourquoi protéger ma maison était du sabotage. Je lui ai demandé pourquoi ma dignité comptait moins que la relation de Claire. Maman a dit que je dramatisais. Elle a dit que je prenais toujours les choses personnellement. Elle a dit que si j'avais juste joué le jeu, tout se serait bien passé. Je me suis tourné vers papa alors parce que j'avais besoin qu'au moins l'un d'eux me regarde comme si je comptais. Je lui ai demandé s'il pensait que c'était bien. Papa a soupiré. Il s'est frotté le front comme il le fait quand il veut que le problème disparaisse. Il a dit qu'il souhaitait qu'on s'entende tous. Il a dit que Claire s'emballait. Il a dit, tu sais comment ta mère s'inquiète. Il a dit, la vie est assez dure, ne la rends pas plus dure. Je lui ai demandé s'il pensait que Claire devrait avoir une clé de mon appartement. Papa n'a pas répondu tout de suite. Il a fixé le sol, comme si la réponse y était écrite. Puis il a dit, c'est juste une clé. Il a dit, c'est la famille. Il a dit, ça ne vaut pas la peine de déchirer tout le monde. Et voilà encore. La menace. Si je demandais le respect, j'étais celle qui déchirait les choses. Si je voulais de l'intimité, j'étais celle qui causait des dégâts. Claire pouvait entrer par effraction, mentir, organiser des fêtes, et je serais quand même le problème pour refuser de sourire à travers tout ça. Je leur ai dit que j'avais tout essayé. Je leur ai rappelé que j'avais demandé à Claire d'arrêter.
Je leur ai rappelé que j'avais demandé à maman de reprendre le double des clés. Je leur ai rappelé que j'avais changé les serrures. Je leur ai rappelé que Claire avait récupéré la clé de toute façon. Je leur ai rappelé que le syndic m'avait averti après la fête. Je leur ai dit que je pouvais avoir une amende. Je leur ai dit que je pouvais perdre mon appartement si cela continuait à s'aggraver. Maman a ricané comme si une amende était imaginaire. Elle a dit que l'immeuble ne ferait rien de sérieux. Elle a dit que je réfléchissais trop. Je lui ai demandé si elle dirait ça si c'était son nom sur le bail. Le visage de maman a rougi. Elle a dit que peu importait le nom sur le bail parce que nous sommes une famille. Elle a dit qu'un bout de papier ne signifie pas qu'on a le droit d'exclure les gens. Elle a dit que quand elle m'avait élevé, elle ne m'avait pas élevé pour être froide. Je suis resté là dans leur salon, sous la lumière chaude de la lampe dont je me souvenais de mon enfance, et j'ai senti quelque chose en moi se calmer. Pas parce que j'acceptais ce qu'elle disait, mais parce que je le voyais enfin clairement. Maman ne croyait pas que j'avais droit à des limites. Papa ne croyait pas que cela valait l'inconfort de me défendre. Claire croyait que le monde lui appartenait, parce qu'il lui avait appris que c'était le cas. Un instant, j'ai imaginé mon appartement à nouveau. Les tulipes. Les oreillers rangés. La façon dont Claire plantait le décor comme si elle préparait un shooting photo. J'ai imaginé Julien à ma porte, regardant à travers moi comme si j'étais un meuble. J'ai senti mon corps répondre comme il avait répondu pendant des années, cette vieille envie d'expliquer, de réparer, de convaincre. Puis j'ai senti autre chose monter et le recouvrir, quelque chose de plus froid et de plus stable. J'ai arrêté de parler. Maman a continué pendant 1 minute, remplissant le silence d'excuses. Papa s'est raclé la gorge. La télévision murmurait en arrière-plan. Ma famille attendait que je riposte, que je plaide ma cause, que je leur donne quelque chose qu'ils pourraient tordre en une autre raison pour laquelle j'étais trop. Je ne l'ai pas fait. J'ai hoché la tête une fois, lentement, comme si je reconnaissais la fin d'une conversation qui avait eu lieu toute ma vie. Maman a demandé si j'écoutais au moins. J'ai dit que oui. Papa a finalement levé les yeux. Ses yeux ont rencontré les miens un bref instant, et j'y ai vu quelque chose comme du regret, mais c'était trop petit et trop tard. Il a ouvert la bouche comme s'il allait dire quelque chose. Puis il a détourné le regard. C'était le silence qui a tout décidé. Ce n'était pas le genre de silence qui arrive quand les gens ne savent pas quoi dire. C'était le genre qui arrive quand ils savent, et choisissent de ne pas le faire. Je suis parti peu après. Maman m'a appelé, me disant d'appeler Claire et d'aplanir les choses. Papa m'a dit de conduire prudemment. Personne ne s'est excusé. Personne n'a proposé de reprendre la clé. Personne n'a dit qu'ils allaient arranger ça. Dans ma voiture, je suis resté dans l'allée une longue minute avant d'allumer le moteur. Mes mains étaient stables sur le volant. Mon visage semblait engourdi. J'ai réalisé que je ne pleurais pas. J'avais passé tant d'années à essayer de faire en sorte que ma famille me voie, et en une nuit, j'ai finalement accepté qu'ils me voyaient. Ils ne valorisaient simplement pas ce qu'ils voyaient. Sur le trajet du retour vers Paris, les rues semblaient les mêmes, les immeubles éclairés, la circulation mouvante, les gens vivant leur vie. Mais je me sentais différente. J'avais l'impression d'avoir marché avec un espoir que je ne pouvais pas me permettre, et maintenant il m'avait été retiré, laissant derrière lui un vide propre et clair. Quand je suis rentré, je ne suis pas allé directement à l'intérieur. Je suis resté devant mon immeuble avec mes clés à la main et j'ai regardé mes fenêtres. La lumière était éteinte, les stores à moitié fermés, la forme de mon salon à peine visible. J'ai pensé à ce que cela ferait de continuer à vivre comme ça, toujours sur le qui-vive, attendant toujours la prochaine intrusion, la prochaine excuse, la prochaine leçon sur la famille. J'ai pensé à quel point j'étais fatigué. Puis j'ai pensé à la seule chose avec laquelle ma famille ne pouvait pas argumenter. La distance. Pas une conversation. Pas une autre discussion sur les limites. Pas une autre promesse qui serait brisée dès que Claire s'ennuierait. Une vraie distance. Je suis monté et je suis entré, mais je n'ai pas mis de musique ni versé un verre de vin ni rien fait qui ressemble à du réconfort. Je me suis assise à ma table avec mon ordinateur portable fermé devant moi et je l'ai fixé, laissant le calme s'installer autour de ma décision. Déménager n'était pas quelque chose que je voulais. C'était quelque chose à quoi j'étais forcé, un rejet à la fois. J'ai pris une grande inspiration et j'ai attrapé mon ordinateur.
Je n'étais pas prête à agir tout de suite, pas à cette seconde, mais j'étais prête à arrêter d'attendre qu'il change. Et c'était la première étape. Je ne l'ai pas annoncé. Je n'ai menacé personne avec ça. Je n'ai même pas dit le mot à voix haute au début. Je suis juste resté là à ma table de cuisine, l'ordinateur fermé, l'appartement silencieux de cette façon qui semble plus lourde que le bruit, et j'ai laissé la décision s'installer dans mes os. Pour une fois, je n'essayais de convaincre personne. Je choisissais quelque chose pour moi-même. La planification s'est faite discrètement, par morceaux, au cours des quelques jours suivants. Je cherchais des annonces tard le soir avec les lumières tamisées, comme si je me cachais de ma propre vie. Immeuble sécurisé. Accès par badge. Accueil gardé à toute heure. Caméra dans les couloirs. Ascenseur qui ne bougeait pas sans autorisation. Je lisais chaque détail lentement, soigneusement, comme on lit quelque chose quand on sait que ça pourrait vous sauver. J'ai trouvé un endroit à l'autre bout de la ville, toujours à Paris mais assez loin pour que cela semble être un autre monde. Un immeuble plus récent avec des murs épais et un hall qui sentait la pierre propre au lieu de la vieille moquette. Le genre d'endroit où personne ne pouvait entrer en parlant juste parce qu'il connaissait votre mère. Je l'ai visité pendant ma pause déjeuner, marchant dans l'espace les mains jointes dans le dos, imaginant le silence. Imaginant rentrer chez moi et ne pas me préparer au choc. J'ai signé le bail le jour même. Ce soir-là, j'ai appelé Raphaël. Je ne lui ai pas donné toute l'histoire. Je n'avais pas besoin de le faire. J'ai juste dit que je déménageais et que j'avais besoin d'aide, discrètement. Elle n'a pas posé de questions. Elle a dit qu'elle serait là. Lucas a offert la même chose quand je lui ai envoyé un SMS, un simple message demandant s'il pouvait m'aider à déplacer quelques affaires après minuit. Il a répondu par un mot. Toujours. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Je ne l'ai pas dit à Claire. Je ne l'ai même pas dit à mes collègues au-delà du fait que je pourrais être hors ligne pendant un jour ou deux. Il ne s'agissait pas de disparaître dramatiquement. Il s'agissait de partir sans donner à quiconque la chance d'interférer. J'ai emballé lentement, délibérément. Pas tout. Juste ce qui comptait. Les vêtements que j'aimais. Les livres qui m'avaient aidé à traverser des années difficiles. La photo encadrée de moi et Raphaël riant sur une plage vantée. J'ai laissé derrière moi tout ce qui ressemblait à une obligation. La tasse que maman m'avait donnée parce qu'elle pensait qu'elle m'allait mieux que celle que j'aimais. Le coussin que Claire prétendait être pratiquement à elle parce qu'elle l'aimait tant. La chaise supplémentaire que papa insistait pour que j'aie au cas où des gens viendraient. Je ne voulais rien qui puisse servir d'excuse pour venir me chercher. Le soir du déménagement, Raphaël et Lucas sont arrivés juste après 11 heures, tous deux vêtus de sweat à capuche sombre comme si nous planifions quelque chose d'illégal. Le couloir était calme, la plupart de l'immeuble endormi, les lumières tamisées à ce jaune doux destiné à décourager le flânage. Nous parlions à voix basse, plus par instinct que par nécessité. Raphaël m'a demandé si ça allait. J'ai hoché la tête. Lucas m'a tendu un rouleau de scotch sans un mot. Il y avait du réconfort là-dedans, chez des gens qui n'avaient pas besoin d'explications pour être présents. Nous avons travaillé rapidement. Carton empilé. Sac porté. Chaque trajet dans le couloir ressemblait à une petite libération. Ma vie partait pièce par pièce, pas dans le chaos, mais avec intention. À un moment donné, je me suis arrêté et j'ai regardé autour de mon appartement, presque vide maintenant, et j'ai ressenti un étrange mélange de chagrin et de soulagement. Cet endroit avait été le mien autrefois. Ou du moins, il aurait dû l'être. Le camion de déménagement tournait au ralenti dehors, moteur bas et régulier. Nous avons tout chargé dans le noir, l'air nocturne frais contre ma peau. Quand le dernier carton a été dedans, Lucas a fermé la porte du camion doucement, comme s'il ne voulait pas réveiller l'immeuble. Raphaël a serré ma main. « Tu fais la bonne chose », a-t-elle dit. Je l'ai cru. Avant de partir, je suis remonté une dernière fois. L'appartement résonnait maintenant, mur nu, sol propre et vide. Je me suis tenu au milieu du salon et j'ai écouté. Pas de musique. Pas de voix. Juste le bourdonnement de l'immeuble et ma propre respiration. J'ai marché jusqu'à la porte et j'ai sorti le double des clés de mon sac, celui que maman avait insisté pour redonner à Claire. Je l'ai placé dans une enveloppe avec le nom de mon propriétaire dessus et je l'ai glissé dans la boîte aux lettres du bureau en bas en sortant. Pas de mots.
pas d'explication. Juste un retour. Le nouvel immeuble m'a accueilli avec une efficacité silencieuse. Le personnel de nuit a vérifié mon identité, m'a remis un badge noir élégant et m'a souhaité la bienvenue par mon nom. Cette petite courtoisie m'a presque fait pleurer. Être reconnu sans être revendiqué. Être reconnu sans être envahi. Quand je suis entré dans mon nouvel appartement, la porte a cliqué derrière moi avec un son qui semblait définitif de la meilleure façon. Je suis resté là dans le noir un moment, puis j'ai allumé la lumière. L'espace était propre, neutre, intact. Pas encore d'histoire. Pas d'empreintes sauf les miennes. Les premiers jours ont été presque déconcertants dans leur calme. Je gardais mon téléphone en silencieux et face contre table. Je dormais profondément, sans me réveiller à chaque son. Je cuisinais et laissais les choses exactement là où je les mettais, puis je revenais pour les trouver inchangées. Je marchais dans les couloirs et faisais un signe de tête à des inconnus qui ne connaissaient pas mon nom, qui ne connaissaient pas ma famille, qui n'avaient aucune attente envers moi. Ce n'était pas une fuite. C'était choisir la sécurité. C'était choisir une vie où la serrure signifiait quelque chose. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais stable. Et dans cette stabilité, j'attendais, sachant que le calme ne durerait pas éternellement. La 4e nuit dans mon nouvel appartement, je me suis endormi plus vite que je ne l'avais fait depuis des années. Pas parce que j'étais épuisé, même si je l'étais, mais parce que mon corps croyait enfin qu'il était en sécurité. L'immeuble bourdonnait doucement, un son bas et régulier qui ressemblait plus à une protection qu'à du bruit. L'air sentait le propre et le neutre, pas la cuisine ou le parfum de quelqu'un d'autre, juste le vide tranquille d'un espace en train de devenir le mien. J'ai laissé une petite lampe allumée dans le salon. Je me suis dit que c'était parce que j'aimais la façon dont la lumière réchauffait le parquet, mais si j'étais honnête, c'était parce qu'une partie de moi croyait encore que la lumière signifiait le contrôle. Je me suis roulé sur le côté et je n'ai pensé à rien en particulier. Pas à Claire. Pas à maman. Pas à papa. Pas à l'appartement que j'avais laissé derrière. Juste le simple confort de mon oreiller sentant mon propre shampoing. Mes épaules se sont détendues. Ma mâchoire s'est desserrée. J'ai dérivé sans me préparer à l'impact. Puis un son a tranché mon sommeil. Au début, il n'a pas été enregistré. Une sonnerie aiguë, insistante, qui n'avait pas sa place dans un rêve. Elle pulsait dans un rythme qui semblait faux, trop urgent pour être ignoré. Mes yeux se sont ouverts dans l'obscurité, mon cœur accélérant déjà avant que mon esprit ne rattrape le retard. Le son n'était pas à l'intérieur de mon appartement. L'immeuble était calme. C'était mon téléphone. Je l'ai attrapé sur la table de nuit, plissant les yeux contre la luminosité soudaine de l'écran. Appel manqué. Notifications empilées les unes sur les autres. Une icône de messagerie clignotante. L'heure indiquait 3h07 du matin. Pendant quelques secondes, mon esprit est devenu vide. J'ai pensé que c'était peut-être le travail, une urgence qui ne pouvait pas attendre le jour. Puis j'ai vu le numéro. Inconnu. Il a sonné à nouveau immédiatement. J'ai failli laisser faire. J'ai failli retourner le téléphone face contre table et me dire que ce n'était plus ma responsabilité. Puis je l'ai entendu, faible mais incomparable, saignant à travers le haut-parleur avant même que je ne réponde. Des sirènes. Pas proche de moi. Proche de quelque chose que je connaissais. J'ai répondu, la voix rauque de sommeil, et j'ai dit allô. La voix à l'autre bout était calme et professionnelle. Ils ont demandé si j'étais Manon Dubreuil. Entendre mon nom prononcé comme ça à 3h07 du matin a fait basculer la pièce. J'ai dégluti et dit oui. Ils ont demandé si j'étais en sécurité. Je me suis assise, la couverture glissant sur mes jambes, et j'ai jeté un coup d'œil autour de ma chambre sombre. Le contour de ma commode. La porte fermée. L'immobilité. J'ai dit oui, je suis en sécurité. Il y a eu une pause, mesurée, prudente. Puis ils ont dit qu'il y avait eu un incident à mon ancienne résidence et ont demandé si j'y vivais encore. Ancienne résidence. Les mots étaient trop propres pour ce qu'ils remuaient en moi. J'ai dit non. J'ai déménagé. Une autre pause. Puis ils ont dit qu'il y avait eu un déclenchement d'alarme et un signalement de tentative d'effraction. La sécurité de l'immeuble a répondu. Le locataire actuel a appelé le 17.
Mon cœur a commencé à battre si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Mon appartement était calme, inchangé, mais mon corps est revenu à de vieux schémas, cette vigilance familière qui ne dormait jamais complètement. J'ai demandé ce qui s'était passé. Ils n'ont pas donné de détails. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de vérifier des informations et ont demandé si je pouvais venir au commissariat dès que possible. J'ai regardé mes mains brillant pâlement dans la lumière du téléphone et j'ai réalisé que je retenais mon souffle. Je l'ai laissé sortir lentement et j'ai dit que je viendrais. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté assise là à écouter le bourdonnement de l'immeuble. Pas de pas. Pas de voix. Pas de clé tournant dans ma serrure. Et pourtant, mes nerfs étaient en feu, comme si quelqu'un venait d'être dans mon espace. Je me suis levé et j'ai enfilé un pantalon de survêtement et un sweatshirt, mes mouvements automatiques. En remplissant un verre d'eau, mon esprit a formé la seule explication qui avait du sens. Claire. Pas de colère au début. Juste une lourde certitude. Claire croyait toujours que mon ancien appartement lui appartenait. Dans son esprit, mon bail était de la paperasse. Mes limites étaient un bruit de fond. L'appartement était un symbole qu'elle avait déjà revendiqué, et les symboles ne changent pas de propriétaire juste parce que les faits changent. Mon téléphone a vibré à nouveau et j'ai tressailli. Maman. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Puis Claire. Je n'ai pas répondu. Puis papa. Ma gorge s'est serrée. Un instant, la mémoire musculaire a failli gagner. Puis je me suis souvenu de maman me blâmant pour avoir embarrassé Claire. Papa détournant le regard. Le silence qui avait pris ma décision pour moi. J'ai laissé sonner. Des textos ont suivi, s'empilant plus vite que je ne pouvais les lire. Où es-tu? Appelle-moi. Réponds maintenant. Puis un autre message, court et tranchant. Ce n'est pas drôle. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Claire ne croyait jamais que les conséquences étaient réelles jusqu'à ce qu'elles soient assez fortes pour lui faire peur. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé la rue de Paris en bas. Le pavé mouillé reflétait les lampadaires. Quelque part au loin, des sirènes s'estompaient dans la nuit. Mon esprit est retourné à mon ancien immeuble. Le couloir. L'éclairage tamisé. J'ai imaginé Claire debout là, confiante, peut-être habillée pour sortir, peut-être tenant son téléphone juste comme il faut. Et Julien à côté d'elle. Parce que ça faisait partie du truc. Claire ne voulait pas juste un accès. Elle voulait une preuve. Elle voulait jouer la comédie. Je pouvais le voir clairement. Amener Julien tard le soir parce que tard le soir semble dramatique. Vouloir lui montrer l'endroit à nouveau. Vouloir le rassurer. Vouloir faire tenir le mensonge. Puis la clé n'a pas fonctionné. Parce que je l'avais rendue. Parce que j'avais déménagé. Parce que quelqu'un d'autre vivait là maintenant. J'ai imaginé le sourire crispé. Le rire forcé. Le refus de laisser la réalité atterrir. Elle dirait que la serrure était cassée. Elle dirait que l'immeuble a changé quelque chose. Tout sauf je faisais semblant. Et quand la clé a échoué, je savais ce qu'elle ferait ensuite. Elle essaierait quand même. Elle le faisait toujours. J'ai attrapé mon manteau et enfilé mes chaussures. Mon téléphone a vibré à nouveau, plus de messages, mais je ne les ai pas lus. Je suis sorti dans le couloir de mon nouvel immeuble. Moquette propre. Éclairage doux. Tout est calme et ordinaire. Le personnel de nuit a levé les yeux du bureau et a demandé si j'allais bien. J'ai hoché la tête et j'ai dit que j'avais reçu un appel et que je devais sortir. Dehors, l'air froid a piqué mon visage. J'ai resserré mon manteau, agacé par la façon dont mes mains tremblaient encore. Je détestais que Claire puisse encore plonger mon corps dans la panique même à des kilomètres de distance. J'ai attendu sur le trottoir, regardant les phares passer. Un couple est passé en riant, inconscient. Le monde continuait. Une voiture s'est arrêtée. Je suis monté et j'ai donné au chauffeur l'adresse du commissariat. Ma voix semblait stable. À l'intérieur, je me sentais fragile. Pendant le trajet, mon téléphone vibrait sans arrêt, face contre mes genoux. Je fixais les vitrines fermées et les lampadaires reflétés sur le pavé mouillé. Déclenchement d'alarme. Tentative d'effraction.
le nouveau locataire a appelé le 17. Cette phrase est restée avec moi. Nouveau locataire. Quelqu'un d'autre avait dormi dans mon ancienne chambre. Quelqu'un d'autre avait fait confiance à la serrure. Et Claire avait traîné son chaos dans la vie d'un inconnu sans hésitation. Quand la voiture s'est arrêtée, le commissariat brillait fort contre l'obscurité. J'ai payé et je suis sorti, mon souffle formant de la buée dans l'air froid. Je suis resté là avec ma main sur la porte, sentant le poids de ce dans quoi je marchais. J'avais déménagé pour m'éloigner d'elle. Mais à 3h07 du matin, elle avait encore trouvé un moyen de faire battre mon cœur. J'ai pris une grande inspiration et je suis entré. Le poste était éclairé crûment, tout en reflets fluorescents et murs pâles qui rendaient tout exposé. L'air sentait le vieux café et le désinfectant. Des voix résonnaient doucement, des chaussures frottées contre le carrelage, et quelque part une imprimante bourdonnait. C'était le genre d'endroit où les émotions n'avaient nulle part où se cacher. Je les ai remarquées presque immédiatement. Maman se tenait près de l'entrée du couloir, tordant un mouchoir dans ses mains, du mascara bavant sous ses yeux. Elle semblait secouée d'une manière que j'avais rarement vue, comme si le sol sous sa certitude avait bougé. Papa était un pas derrière elle, main fourrée dans les poches, fixant le sol comme s'il espérait qu'il pourrait s'ouvrir et l'avaler. Claire était assise rigide sur un banc, bras croisés serrés contre sa poitrine, mâchoire crispée, yeux fixés droit devant. Elle avait l'air en colère, pas effrayée. En colère que les choses aient échappé à son contrôle. Et puis il y avait Julien. Il se tenait près de Claire, grand et raide, sa confiance réduite à quelque chose de fragile. Quand il m'a vu, ses yeux se sont légèrement écarquillés. Il n'y avait pas de mépris dans son expression maintenant, seulement de la confusion, peut-être de l'embarras. Il ressemblait à un homme réalisant qu'il était entré dans la mauvaise histoire. Maman s'est précipitée vers moi dès qu'elle m'a vu, sa voix montant. Elle a demandé où j'avais été, pourquoi je disparaîtrais comme ça, pourquoi j'avais fait peur à tout le monde. Ses mots se bousculaient, la panique emmêlée à l'accusation. Je n'ai pas bougé vers elle. J'ai dit que j'allais bien. J'ai dit que j'avais déménagé. J'ai dit que j'étais en sécurité. Claire s'est levée brusquement. Elle a exigé de savoir pourquoi je ne lui avais pas dit. Elle m'a accusé de ruiner sa vie. Sa voix était tranchante, répétée, comme si elle jouait encore la comédie même ici. Avant que je puisse répondre, une policière en uniforme s'est approchée. Elle s'est présentée comme l'agent Bonnet et m'a demandé de venir avec elle dans une petite pièce pour que nous puissions parler en privé. Maman a essayé de suivre, mais l'agent l'a arrêtée doucement et a dit qu'elle avait besoin de me parler seule d'abord. La pièce était simple. Une table. 2 chaises. Une pile de formulaires. Pas de confort, pas de distraction. Juste des faits. L'agent Bonnet a demandé si je vivais toujours à mon ancien appartement. J'ai dit non. Je lui ai dit que j'avais déménagé plus tôt dans la semaine. Elle a demandé si j'avais donné à quelqu'un la permission d'entrer après mon départ. J'ai dit non. Je lui ai dit que j'avais rendu le double des clés au propriétaire. Elle a hoché la tête et l'a noté. Elle a demandé si ma sœur avait déjà vécu là. J'ai dit non. J'ai expliqué que Claire avait un double pour les urgences, et que j'avais demandé à le récupérer, mais que mes parents le lui avaient donné quand même. Entendre cela dit à voix haute le faisait sonner exactement comme ce que c'était. Pas de l'amour. Pas de l'inquiétude. Un schéma. L'agent Bonnet a demandé combien de fois Claire était entrée dans mon appartement sans permission avant mon déménagement. J'ai hésité, puis j'ai dit 23 fois en 6 mois, à ma connaissance. J'ai expliqué comment j'avais commencé à compter après que mon courrier a été ouvert et mes affaires déplacées. J'ai mentionné la fête, l'avertissement du syndic, et les posts sur les réseaux sociaux. Elle a écouté sans interrompre. Puis elle a expliqué ce qui s'était passé cette nuit-là. Le nouveau locataire dormait quand l'alarme s'est déclenchée. La sécurité de l'immeuble a répondu en premier et a trouvé 2 personnes tentant d'accéder au logement. Effrayé, le locataire a appelé le 17. Les agents sont arrivés et ont trouvé les membres de ma famille dans le couloir, accompagnés d'un invité. Julien. L'agent Bonnet a dit que la tentative d'entrée n'était pas accidentelle. Elle a dit qu'il y avait des traces de manipulation sur la porte. Elle a dit que le locataire ne les connaissait pas et croyait que c'était un cambriolage. Mon estomac s'est serré en imaginant un inconnu se réveillant en sursaut dans le noir, le cœur battant,
pensant que quelqu'un forçait l'entrée. C'était trop familier. L'agent Bonnet a demandé si je voulais documenter les entrées non autorisées précédentes, pas seulement celles de ce soir. Elle a expliqué que cela établirait un schéma. Elle a aussi expliqué l'option d'émettre un rappel à la loi formelle ou de porter plainte pour violation de domicile contre Claire. J'ai hésité. Mes parents m'avaient élevé en croyant qu'impliquer la police était franchir une ligne impardonnable. Garder ça en famille. Ne pas rendre les choses publiques. N'embarrasser personne. Puis je me suis souvenu de Julien à ma porte, me traitant d'inutile. Je me suis souvenu de maman me disant de ne pas faire mal paraître Claire. Je me suis souvenu de papa détournant le regard. Je me suis souvenu d'avoir nettoyé après une fête que je n'avais pas organisée. J'ai dit oui. J'ai dit que je voulais que ce soit documenté. Signer le formulaire m'a stabilisé. Les faits ont du poids. Ils ne plient pas juste parce que quelqu'un veut qu'il le fasse. L'agent Bonnet a dit qu'elle ferait entrer ma famille pour que nous puissions clarifier les prochaines étapes. Quand ils sont entrés dans la pièce, la tension s'est épaissie. Maman a immédiatement commencé à expliquer, disant qu'ils étaient inquiets, disant qu'ils pensaient que j'étais à l'intérieur, disant qu'ils devaient vérifier que j'allais bien. Sa voix tremblait, dramatique et urgente. L'agent Bonnet a croisé son regard et a dit que l'inquiétude n'accordait pas d'accès légal. Elle a dit que j'étais une adulte. Elle a dit que la permission comptait. Claire a argumenté ensuite. Elle a dit que ce n'était pas un vrai cambriolage. Elle a dit qu'elle avait été là avant. Elle a dit que c'était pratiquement chez elle aussi. Pratiquement. L'agent Bonnet s'est tourné vers moi et a demandé si j'avais donné à Claire la permission d'entrer après mon déménagement. J'ai dit non. J'ai dit que j'avais rendu la clé. J'ai dit que je n'avais pas partagé ma nouvelle adresse. Maman m'a fixé comme si je l'avais trahi. Elle a demandé pourquoi je ferais ça à ma famille. Elle a dit que je les faisais passer pour des criminels. Papa a finalement parlé. Il a dit qu'il voulait juste savoir que j'allais bien. Je lui ai demandé s'il savait que Claire avait dit à Julien que l'appartement était à elle. Papa a détourné le regard. C'était suffisant comme réponse. Julien a parlé doucement alors. Il a dit qu'il ne savait pas. Il a dit que Claire lui avait dit que c'était son appartement. Il a dit qu'il pensait que tout allait bien. Sa voix manquait de la certitude qu'elle portait autrefois. Il a regardé Claire comme si quelque chose d'important s'était fissuré. Claire lui a aboyé d'arrêter de parler. L'agent Bonnet a expliqué qu'un avertissement formel pour violation de propriété serait émis, interdisant formellement à Claire l'accès à la propriété. Elle a dit que ce n'était pas encore une ordonnance restrictive, mais que cela créait un casier clair. Maman a halté. Papa s'est frotté le front. Claire s'est figée. L'agent Bonnet m'a demandé si je voulais que l'avertissement soit émis. J'ai pris une respiration et j'ai dit oui. Maman a commencé à pleurer, de vraies larmes maintenant. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire que je faisais ça à ma propre sœur. Elle a dit après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Je l'ai regardé et j'ai dit, je n'ai pas appelé la police. J'ai juste arrêté de couvrir. La pièce est devenue silencieuse. L'agent Bonnet a souligné ce qui se passerait ensuite. Claire recevrait l'avertissement. Si elle tentait d'entrer à nouveau, les conséquences s'aggraveraient. Le système s'en chargerait. Claire a signé les papiers d'une main tremblante, la colère irradiant d'elle. C'était la première fois que je la voyais vraiment ébranlée. Quand nous avons été congédiés, maman a essayé de m'atteindre à nouveau, mais j'ai reculé. Je lui ai dit qu'on pourrait parler plus tard, pas ici. Claire m'a foudroyé du regard comme si elle ne me reconnaissait pas. Papa n'a rien dit. Julien a évité mes yeux, son expression dépouillée de toute arrogance. Dehors, l'air froid de Paris a frappé mon visage et rempli mes poumons. Mon téléphone a vibré dans ma poche, mais je ne l'ai pas vérifié. Je suis resté là un moment, respirant, laissant la nuit m'ancrer. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais claire. Pour la première fois, la vérité n'appartenait pas qu'à moi. Et ça changeait tout. Les jours qui ont suivi ont été plus calmes que je ne l'attendais. Pas de manière dramatique, pas le genre de silence qui sonne dans vos oreilles, mais le calme doux et constant d'une vie qui n'est plus en état de siège. Je suis retourné à mon nouvel appartement à Paris et j'ai fermé la porte derrière moi, et pour la première fois depuis des mois,
le son de la serrure cliquant a semblé être une réassurance au lieu d'une résistance. Les matins sont devenus quelque chose que j'ai arrêté de traverser en courant. Je me réveillais sans que mon cœur sursaute au moindre petit bruit. Je faisais du café et laissais la tasse sur le comptoir, puis revenais 1 heure plus tard pour la trouver exactement là où je l'avais laissée. Pas de tiroirs ouverts. Pas de courrier déplacé. Pas le sentiment que quelqu'un était passé à travers ma vie pendant mon absence. Je n'avais pas réalisé combien de mon énergie avait été dépensée juste à garder l'espace jusqu'à ce que je n'ai plus à le faire. Le travail semblait différent aussi. J'étais plus concentré, moins dispersé. Mon esprit ne dérivait pas constamment vers des questions comme est-ce que Claire est passée aujourd'hui ou est-ce que maman lui a donné une autre excuse. Je pouvais rester assise en réunion sans ce bourdonnement sourd d'anxiété courant sous tout le reste. Mes collègues l'ont remarqué avant moi. L'un d'eux m'a dit que j'avais l'air reposé. Un autre a dit que je semblais plus légère. J'ai souri et dit que je venais de déménager, ce qui était vrai à plus d'un titre. Ma famille n'a pas disparu complètement. Ce n'était jamais mon but. Mais la forme de notre relation a changé, et pour une fois, elle a changé à des conditions qui n'exigeaient pas que je disparaisse à l'intérieur de moi-même. Nous nous sommes rencontrés uniquement dans des lieux publics après cela. Un café près des Halles. Un petit resto tranquille en dehors de la ville. Terrain neutre, où les murs et les témoins rendaient les limites plus faciles à tenir. Maman était prudente maintenant, comme quelqu'un marchant dans une pièce après que les meubles ont été réarrangés. Elle essayait encore de pousser parfois, posait encore des questions qui bordaient de trop près des endroits que j'avais décidé de garder privés, mais elle s'arrêtait net quand je ne répondais pas. Papa écoutait plus qu'il ne parlait. Il évitait toujours le conflit, mais je pouvais voir quelque chose dans ses yeux qui n'avait pas été là avant, une reconnaissance que le silence lui avait coûté quelque chose. Claire était différente. Elle ne s'est pas excusée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse. Mais elle a arrêté de débarquer à l'improviste. Elle a arrêté de demander des clés. Elle a arrêté de traiter ma vie comme une extension de la sienne. La confiance qu'elle portait autrefois si facilement était plus silencieuse maintenant, tempérée par des conséquences qu'elle ne pouvait pas charmer pour les faire disparaître. Nous parlions moins, et quand nous le faisions, c'était gardé. Il y avait une distance entre nous qui semblait triste, mais aussi nécessaire. Julien n'est pas revenu sur le tapis. Quelle que soit l'illusion que Claire avait bâtie avec mon appartement comme fondation, elle s'était effondrée sous le poids de la réalité. Je n'ai pas posé de questions. Certaines vérités n'ont pas besoin de suite. Le soir, dans mon nouveau chez-moi, je m'asseyais parfois sur le canapé avec les lumières tamisées et je pensais à quel point j'étais passé près de me perdre en essayant de garder tout le monde confortable. Je pensais à toutes les fois où je m'étais dit que ce n'était pas si grave, que je surréagissais, que la famille fait juste les choses différemment. Je pensais à la fréquence à laquelle on apprend aux femmes à douter de leur instinct, surtout quand cet instinct demande de l'espace. La vérité est que je ne suis pas parti parce que j'étais en colère. Je suis parti parce que j'étais fatigué d'être effacé. Protéger ma paix ne m'a pas rendu froide. Cela m'a rendu honnête. Cela m'a montré que les limites ne sont pas des punitions. Ce sont des instructions sur la façon de vous traiter si l'on veut rester dans votre vie. Certaines personnes peuvent les suivre. D'autres se révèlent quand elles ne le peuvent pas. Je n'ai rien gagné de la façon dont les gens pensent habituellement à la victoire. Il n'y a pas eu de grande confrontation, pas d'excuse qui a tout réparé, pas de moment où tout le monde a soudain compris. Ce que j'ai gagné était plus silencieux et plus permanent. J'ai gagné le sommeil. La concentration. Un sentiment de sécurité qui ne dépendait pas du comportement de quelqu'un d'autre. Parfois, la guérison ressemble à du drame. Parfois, elle ressemble à une porte verrouillée qui reste verrouillée. Je vis toujours à Paris. Je marche toujours dans les mêmes rues, je prends les mêmes métros et je vis une vie ordinaire. Mais à l'intérieur, quelque chose de fondamental a changé. Je n'explique plus mes choix aux gens qui profitent du fait de mal me comprendre. Je ne confonds plus tolérance et amour. Et je ne remets plus mes clés, littéralement ou autrement, à des gens qui refusent de respecter ce qu'elles ouvrent. Si vous vous êtes déjà senti coupable de vous choisir vous-même, j'espère que mon histoire vous rappelle que la paix n'est pas quelque chose qu'on vous donne. C'est quelque chose que vous protégez. Et si on vous a déjà dit que vous étiez trop ou pas assez pour votre propre famille, souvenez-vous de ceci. Le silence peut être un pouvoir, et la vérité peut être la plus bruyante des revanches.
como pues al final luego los transportes públicos están llenísimos de gente y a mí me da mucha ansiedad que haya mucha gente. Igual y preferiría irme caminando, pero sí. Querétaro, York. ¿Y qué tal está allá? Yo soy de Durán, York. De Durango. ¿Y cómo está allá? ¿Está lindo? ¿Está bonito? ¿Cuántos ya tiene PC? ¿De qué? Denme chance porque ya no pude leer lo de arriba. Sale, te pasas en Mine. Estoy jugando Mine. Ah, el Funisa. Hola, Funisa, ¿qué tal? William en el stream. Hay que... sí, aquí está William. ¿Cómo andas, Funisa? ¿Qué tal todo? Métete al Falmisa, ocupamos un pro en el equipo. Háblenle a Facomor. Sale, te la pasas en Mine. Sí, se la pasa en Mine. Lo veo, luego lo veo en Discord y en Discord todo el tiempo está en Minecraft. Pero bueno, no pasa nada. ¿Cuántos ya tiene PC? ¿Cuántos ya tiene PC? ¿Cuántos quieren? ¿Misa? Misa todavía no tiene PC. ¿Y cuántos? No sé. Todos menos yo, voy a mirar. ¿O cuántos en general? Voy a mirar, ahorita vengo. Dale, Misa. No me hacía falta saber esa información, pero está bien. Disfruta en el baño. Ya vengo, tengo que ir a hacer una pregunta importante en otra parte. Dale, William. Suerte con tu pregunta importante. ¿Cómo se llama el juego? Fall Guys. Fall Guys. O sea, Fall de caída, F-A-L-L. Y Guys de G-U-Y-S. Es súper conocido el juego, según yo. Ya no se juega tanto como antes. Antes era todavía más popular. Cuando salió... Bueno, no sé si cuándo salió específicamente, pero sí... Me acuerdo que hubo una época en la que era súper popular el juego y todo el mundo lo jugaba, literal todos. Yo también incluido, o sea, porque cuando se hizo popular yo lo empecé a jugar. Pero luego lo dejé de jugar porque me aburrí de jugarlo. Y lo empecé a jugar otra vez ahorita en los streams. Y literal lo empecé a jugar otra vez en los streams. Es gratis, entonces si quieren descargar... Eso sí es para PC. No, si no tienen PC no sé si pueda. Pero es gratis, entonces si quieren descargarlo y jugar, son bienvenidos a jugar. Porque pues es gratis. Ventajas de juegos gratis. Desvincula, quiero QE. Ahorita que acabemos. Yo solo juego Roblox y Free. Por el celular, ¿no? ¿Juegas en celular o en qué juegas? Ok, ya regreso. Dale, Buru, no te preocupes. Chevy Pop es bueno como para empezar. ¿De qué? ¿Qué carro tienes? ¿Un Chevy Pop? ¿Ah, yo? Y me estás preguntando si es bueno empezar con un Chevy Pop. No, yo tengo un... Bueno, para empezar no tengo carro como tal. Pero bueno, el que tengo, entre comillas, porque no es mío. Volví de los anuncios. Hola, señor Alex, extrañé mucho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más, ya llegué. Hola, Funisa, de nuevo. Tengo un Hyundai, un Grand i10. Es un carro super tal. Y mi papá tiene un Hyundai, pero ese sí es un Elantra. No, ni sé qué carro es, pero sí. Y un Chevy Pop, para empezar, pues supongo que, pues sí, supongo. O sea, no es un carro así de los... O sea, creo que para empezar no es bueno tener uno de los carros top, porque hay probabilidades. Digo, yo nunca le he llegado, creo que nunca he chocado. Una vez sí llegué a rayar mi carro hace muchísimo tiempo, pero no choqué, lo rayé con otra cosa. Pero de todos modos siempre puede pasar cualquier accidente, ¿no? Entonces obviamente para empezar, si el carro es un poquito peor, es mejor porque así, o sea, suena un poco incongruente, pero pues sí, porque así ya no te preocupas como mucho en que si lo llegas a rayar o algo así, pues bueno, no pasa nada, es un carro viejito de todas maneras, no hay tanto problema. Pero pues sí, creo que... ¡No! Creo que sí, supongo que sí. Diputado en celu. ¿Qué? ¿Diputado en celu? ¿Qué? Fall Guys, Warzone, Fortnite fueron los más populares en pandemia luego de... Pues Among Us. Among Us también fue muy popular en su momento. Fortnite también, evidentemente, y Warzone. Pero Warzone sigue siendo muy popular y Fortnite también sigue siendo muy popular. Among Us ya no tanto. Digo, hay quien lo juega todavía y sigue siendo bastante popular en para cierta gente, pero ya no tanto como antes, ¿no? Digo, Fortnite y Warzone tampoco como antes. La popularidad ha bajado, pero aún así todavía tienen muchísimos jugadores, sobre todo comparándolo a Among Us, que Among Us pues sí, sus jugadores bajaron bastante. Es para consolas también, Fall Guys. Sí, Fall Guys también fue muy popular, pero ahorita ya no es tan popular Fall Guys.
¿Qué es para consolas? ¿El Fall Guys? Ah, sí, es cierto, para consolas también es el Fall Guys. Nada más para celular no, para celular no se puede, pero para consolas es verdad que sí. De hecho lo he jugado con ustedes de que ustedes en Xbox y yo aquí en la computadora.